peut-être Alors, commencer. on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence organisée par l'association touristique Vallée Lot et Dordogne. Nous attendons encore peut-être une minute, mais on va expliquer déjà. Je vais apporter quelques précisions sur la partie technique avant qu'on puisse se présenter. On attend justement beaucoup d'inscrits, une bonne centaine, je pense. Alors, quelques points techniques pour que tout le monde maîtrise bien l'outil Zoom. Je pense que maintenant, beaucoup savent l'utiliser par la force des choses, mais pour que tous les participants puissent bien interagir au fil de la conférence. Alors, première chose, tous les micros et toutes les caméras des participants sont désactivés, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le principe d'un webinaire, puisque nous sommes très nombreux, mais ça permet effectivement de fluidifier pour que tout le monde puisse bien voir et entendre les intervenants. Si par hasard vous aviez des problèmes de connexion par Internet, sachez que le webinaire peut être aussi suivi par l'audio du téléphone. Vous avez toutes les informations de connexion sur le mail que vous avez reçu, le même mail pour accéder à Zoom. Vous avez les informations pour accéder par téléphone. Voilà, si à un moment donné vous vous déconnectez, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, le webinaire sera enregistré et le lien sera envoyé ensuite à tous les inscrits. Voilà, donc pas de souci. Si vous voulez régler vous-même votre affichage, c'est toujours possible sur la partie en haut à droite de l'écran Zoom, de l'écran noir. Vous pouvez directement vous-même régler l'affichage en mode intervenant ou affichage galerie. Voilà, ça vous le réglez directement. Pour toute question, pour tout commentaire, nous vous invitons à laisser donc vos questions, vos commentaires dans le chat. Alors, vous y accédez par l'onglet, le bandeau noir qui est en bas de l'écran Zoom, le picto Q et R pour questions et réponses. Et donc, c'est là où vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions dans le chat et nous transmettrons au fur et à mesure et nous regrouperons donc les questions pour les transmettre à l'intervenant tout au long de ce webinaire. Donc voilà pour la partie précision technique. Nous pouvons donc officiellement débuter ce webinaire qui porte sur l'analyse des nouveaux comportements des touristes suite à la crise de la Covid-19, avec l'intervention de Jean Viard, donc sociologue. Bonjour Jean Viard et bienvenue parmi nous. Nous allons tout d'abord donc nous présenter et vous dire quelques mots de l'association qui organise ce webinaire aujourd'hui, l'association touristique Vallée Lot et Dordogne. Donc, je m'appelle Anne Simon, je suis conseillère tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie du Lot et animatrice de l'association touristique Vallée Lot et Dordogne qui a été créée fin 2015 sous l'impulsion de la CCI du Lot. C'est un groupement d'entreprises et de prestataires touristiques du Lot et hors Lot également. L'objectif de ce groupement, c'est de mutualiser des moyens et des outils pour renforcer les entreprises, les prestataires touristiques, renforcer leur structure, partant du constat qu'on est plus fort, bien sûr, si on se regroupe. Alors, les principaux objectifs de l'association, premièrement, le côté échange, développer les échanges entre les prestataires, apprendre à mieux se connaître les uns les autres. Deuxième objectif, représenter la filière touristique auprès des institutions. Et on sait que ça a été très important cette année bien particulière. Et troisième objectif, également, mener des actions d'animation et de promotion. Voilà, donc la TVLD, comme on l'appelle entre les adhérents, regroupe plus de 80 membres, dont les principaux groupements touristiques du Lot, ce qui représente en tout environ 300 professionnels dans le département. Cette association est coprésidée par Christine Vigourou, qui est également présidente du site remarquable du goût du marché aux truffes de l'Albinque, et José Martinez, gérant du camping Yellow Village Perrac-les-Pins. Elle fonctionne également donc, avec un bureau et un conseil d'administration. Donc, merci à tous. Je laisse désormais la parole à José, qui va effectivement vous présenter un petit peu plus notre intervenant de marque que nous avons aujourd'hui et expliquer ce qui nous a conduit à choisir le thème de cette conférence. Voilà, merci à vous. Merci Anne. Bonjour à tous. Oui, alors pourquoi on a choisi ce thème suffisamment important. Je vais juste faire un petit retour en arrière pour qu'on se souvienne qu'il y a tout juste un an, des bruits couraient d'une possible épidémie qui venait de voir le jour en Chine. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que cette année 2020 serait la plus terrible que les générations d'aujourd'hui auraient à vivre.
je ne reviendrai pas sur toutes les étapes que nous avons passées, mais les masques, attestation, interdiction de se regrouper, de se déplacer, interdiction d'exercer nos métiers, tout ça a été vraiment traumatisant. Et tous les bouleversements que ça a pu provoquer, et dans quelles conditions nous avons donc dû nous adapter pour faire nos métiers. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant Covid et un après. Alors du coup, le digital est entré dans nos vies vitesse grand V. On a dû s'adapter très très vite. Les webinaires, les vidéos de toutes sortes nous ont accompagnés pour nous former et nous informer, mais principalement sur le côté métier technique. Mais les vraies questions que l'on doit se poser pour demain, je pense, sont peut-être celles-là. Quel sera l'impact de cette pandémie sur les êtres humains? Quels seront leurs nouveaux comportements ou pas face à cette crise mondiale? Comment allons-nous nous adapter? Et enfin, quels nouveaux services pourra-t-on proposer? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, il nous a paru évident de faire appel à un spécialiste réputé en la personne de Jean Viard. Alors Jean Viard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un éminent sociologue, directeur de recherche associé CNRS au CEVIPOF, qui est le Centre d'études de la vie politique française. Il est titulaire d'un diplôme supérieur en économie, d'un doctorat en sociologie, et il intervient dans pas mal d'émissions, de presse, de débats. Il a été conseiller pour certains politiques. Enfin, voilà, c'est une personne qui influe dans le milieu depuis longtemps et qui a une connaissance de tous ces domaines. Et ces domaines de prédilection, d'ailleurs, sont au niveau des temps sociaux, les vacances, les 35 heures, le tourisme, bien évidemment, mais aussi l'aménagement du territoire, les questions agricoles. Et puis, il nous parlera aussi peut-être d'un thème qui lui est cher, qui est l'esprit des lieux. Voilà, qui pour le tourisme, je pense, peut être d'une importance capitale. Voilà pour ce qui est de Jean Viard et du thème que l'on a choisi. J'espère que ce webinaire intéressera tout le monde et qu'il pourra apporter quelques réponses. Et maintenant, je laisse la parole à Jean Viard. Merci. Parfait. Bon, bonjour. Je ne vous vois pas tous, puisque je vois nos honorables dirigeants, si je peux dire. Voilà. Bon, vous m'avez présenté, vous avez dit l'essentiel. C'est vrai que je travaille sur le tourisme depuis extrêmement longtemps. C'est un de mes thèmes un peu fétiches, parce que je pense que c'est un des grands transformateurs de nos sociétés. En plus, moi, j'habite dans un parc naturel, donc si vous voulez, depuis que je suis enfant, donc ça, c'est des choses qui me sont assez naturelles. Moi, j'habite dans le parc du Luberon, où je suis venu quand j'avais 3 ans, donc ça commence à faire un sacré moment. Mais je veux dire, donc j'ai aussi observé ce qui se passait, comment ça se transformait, etc. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et je pense que c'est un sujet qui est important parce que, pour dire les choses comme ça, si vous voulez, le tourisme, c'est le grand marqueur des territoires modernes. Il y a eu des époques, le monde était marqué par les cathédrales. Après, il y a des époques, ça a été marqué par les grandes zones industrielles ou les grandes zones agricoles à certains moments. Et au fond, aujourd'hui, c'est souvent le tourisme qui détermine ce qu'on appelle les bons et les mauvais lieux. Il y a des lieux touristiques qui sont mis en valeur, entretenus, qui font rêver, etc. Et puis, il y a effectivement des territoires qui sont dans le deuil social, dans le deuil industriel. Et donc, le tourisme, c'est beaucoup plus qu'une activité économique qui fait vivre effectivement à peu près 10% de la population, et dans le monde un petit peu plus. C'est effectivement un constructeur de territoire, un constructeur de projets. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors après, si vous voulez, ce que je veux dire aujourd'hui, je ne suis pas sorcier. Je n'ai pas toutes les réponses sur l'évolution des comportements des gens, bien entendu. Alors, j'ai beaucoup discuté dans différents territoires depuis plusieurs mois, évidemment, parce qu'il y en a que j'ai conseillé plus directement. En Baie d'Arcachon, on a beaucoup réfléchi, mais c'était la première pandémie. Donc là, on réfléchissait sur comment faire que les gens viennent cet été et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être à l'hôpital. Donc, comment on va créer des objets, etc. Beaucoup discuté en Bretagne, le problème était différent. Je suis très lié au pays bigoudin, bon, etc. Donc, je ne vais pas vous faire mais c'est pour dire que c'est un sujet qui est... Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est en train de vivre un événement mondial considérable, mais dont la vérité est dans le futur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'humanité va se rappeler ce qu'on est en train de vivre. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va en faire. On ne sait pas si on va se raconter qu'on est 5 milliards à s'être battus ensemble dans la même direction pour trouver des solutions, pour sauver des dizaines de millions de vies.
et pour faire bousculer le savoir scientifique et technologique. Est-ce qu'on va raconter ça? Je pense que c'est ça qu'on va raconter, mais je vous le dirai dans quelques années. C'est-à-dire, il faut que les intellectuels produisent, que les créateurs écrivent des livres, qu'il y ait des films. Vous voyez, parce que la vie d'une communauté humaine, c'est le récit qui se construit après. Nous, on est au présent. On voit les entreprises au bord de la faillite, on voit les personnes qui meurent, on voit le fait qu'on ne peut plus circuler. On vit dans l'instant. Bon. Et donc, on voit cet instant. Mais représentez-vous un peu ce que c'était d'être pendant la dernière guerre. Les gens ne savaient pas si les nazis allaient perdre la guerre, ils n'en étaient pas sûrs. Il y en a qui s'engageaient dans la résistance, mais peut-être qu'au fond, c'était une voie de garage parce que il n'y aurait jamais d'avenir à changer. Il y en a au contraire qui étaient complètement convaincus. Et c'est à ce moment-là qu'on a écrit le programme du Conseil national de la résistance. Ce n'est pas après la guerre, c'est avant de l'avoir gagnée. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, si on la gagne, comment il faut qu'on repense le monde de demain? C'est là qu'on a inventé la sécurité sociale, etc. Mais les gens qui ont fait ce travail, ils ne savaient pas du tout si c'était sûr que ça allait servir à quelque chose. Ça aurait pu ne jamais servir, les nazis auraient pu garder la domination sur l'Europe pendant des décennies et des décennies. C'est pour ça qu'il faut se dire, c'est au moment où on ne sait pas où on va qu'il faut commencer à se poser sérieusement des questions. Ça, c'est la première idée que je voudrais prendre. La deuxième idée, si vous voulez, je prendrai un parallèle avec un livre de mon vieux maître Edgar Morin. C'est d'ailleurs lui qui avait dirigé ma thèse sur le tourisme il y a bien longtemps, on est toujours très très proches. Le premier livre qu'il a écrit s'appelait L'an zéro de l'Allemagne, où il était en Allemagne, il était dans les forces françaises d'occupation, et son premier livre, c'était l'observation de ce qui se passait en Allemagne en 1945. Et au fond, on pourrait reprendre l'idée en disant on est dans l'an zéro du tourisme. Le tourisme s'est développé depuis 2 siècles, d'une certaine façon sans être vraiment une stratégie. On n'a jamais eu un grand projet que les gens partent en vacances. Petit à petit, il y a eu les congés payés, les batailles sociales, etc. Mais vous savez, même en 1936, les congés payés ne faisaient pas partie du programme du Front populaire. Ce n'était pas du tout une revendication principale. D'ailleurs, le Parti communiste était opposé aux congés payés parce qu'il craignait beaucoup que le capitalisme devienne tellement agréable à vivre qu'on oublie de faire la révolution. Donc, ils n'étaient pas du tout pour les congés payés. Et on a en fait voté les congés payés sous la pression des radicaux, bien sûr, de Léon Blum, de Jean Zay, de Léo Lagrange, tous ces gens qui ont laissé leur nom dans l'histoire, mais en grande partie parce que ça a permis d'arrêter les grèves fin juin et que les gens, on les envoie à la campagne, comme ça, ils ont quitté les usines qu'ils occupaient. Et d'ailleurs, ça a été voté à l'unanimité parce que ça a été fort commode de voter cette loi. Je vous dis ça un peu pour rire, mais aussi pour dire, si vous voulez, le tourisme n'a pas été le cœur de la revendication des sociétés. Il y a des personnes qui partaient aux eaux, il y a des personnes qui voyageaient, etc. Mais c'était d'extraordinaires minorités. Ce n'était pas le cœur des revendications sociales. Le cœur des revendications sociales, ça a toujours été de vivre mieux là où on habite. L'idée d'aller ailleurs, à un autre moment, c'était quelque chose qu'on trouvait dans les cultures religieuses, où effectivement on allait circuler dans le monde, on allait à Rome pour les uns, les musulmans vont encore beaucoup dans des grands lieux, on allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Donc, mais si vous voulez, ce n'était pas le cœur des sociétés. Donc le tourisme, il s'est greffé sur ça. C'est pour ça qu'on ne l'a pas complètement revendiqué. Petit à petit, on l'a organisé, surtout après 1945. Encore aujourd'hui, l'été, il n'y a qu'un Français sur 2 qui part en vacances. Mais si vous voulez, sur toute l'année, il y en a 60 ou 70%, mais la moitié des Français ne partent pas en vacances l'été. Et en même temps, si vous voulez, ce qui a beaucoup changé dans la société, c'est qu'aujourd'hui, 70% des Français ont un jardin. Et en fait, on a appris des choses des vacances, le plaisir du soleil, le plaisir de l'eau, les plaisirs du corps, le maillot de bain, le barbecue, le vélo, tout ça qu'on a fait pendant les vacances. Du coup, on a voulu le rentrer dans nos maisons. Et là, au fond, on a une partie d'ailleurs, le premier concurrent du tourisme aujourd'hui, c'est les gens dans leur jardin qui ont leur barbecue, etc. D'ailleurs, on l'a bien vu quand on est confiné en ce moment, il y a ceux qui sont confinés avec jardin et ceux qui sont confinés sans jardin. La grande majorité est confinée avec jardin. Et donc, effectivement, je dirais, le fait de ne pas partir, le fait de ne pas voyager, évidemment vécu extrêmement différemment. Donc, c'est tout ça qu'il faut se dire. Et donc, on est à un moment, si vous voulez, où je pense que l'humanité vit une aventure extraordinaire, c'est ce que je disais au début, c'est de ça dont je vais vous parler. Et puis après, je vais vous dire, bon, et comment ça va jouer avec le tourisme? Mais si vous voulez, c'est la rupture culturelle qui est importante. Ce qu'on vit, c'est une rupture culturelle gigantesque. Et cette rupture culturelle, elle va modifier les comportements. Le télétravail va se développer. En ce moment, il y a à peu près 10% des ménages qui sont en train de divorcer ou de se séparer, puisque la majorité des ménages ne sont plus mariés. Donc, on va avoir une énorme instabilité sentimentale, disons-le comme ça pour être particulièrement courtois. On va avoir évidemment une augmentation de la pauvreté. On va avoir une augmentation des licenciements. On va avoir beaucoup de démissions. On va avoir des dizaines de milliers de déménagements. C'est-à-dire que la société bouge. Jusqu'où? Combien? C'est difficile de le dire sur l'instant.
Mais si vous voulez, et en plus, il faut toujours se dire que si, mettons, il y a des dizaines de milliers de gens qui déménagent, il y en a beaucoup plus qui ont envie de le faire. Et qu'ils ne peuvent pas, pour des raisons économiques, parce qu'ils ont un boulot, là, ils ne peuvent pas se déplacer, ou parce qu'ils n'ont pas l'audace, etc. Mais donc, ce sont des gens qui sont potentiellement, on peut les récupérer, si on veut qu'ils viennent. Il y a donc une possibilité de s'adresser à ces populations-là aussi. Donc, il y a tout ça, à mon avis, à penser en même temps pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre et comment on peut en tirer profit, ce qui est évidemment la question aujourd'hui, notamment pour faire redémarrer le tourisme dans vos territoires. Alors, je voudrais dire encore une chose. On avait au début une estimation comme quoi il y aurait en France entre 300 000 et 500 000 décès, et au niveau mondial entre 30 et 60 millions. On est en train aujourd'hui, on est en train de 2 millions de décès. En France, on est autour de 50 000. Donc, si vous voulez, attendez, j'ai un téléphone qui sonne, j'enlève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on a sauvé à peu près 80% des gens qu'on pensait pouvoir voir mourir. En France, on estimait à 300 ou 500 000, on est à 50 000, ben on a sauvé à peu près 400 000 personnes. Et c'est important de se dire ça parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est pour sauver des vies et on en sauve beaucoup. Et c'est important de se dire, on perd de l'argent, il y a des entreprises qui vont peut-être faire faillite, il y a des gens qui vont s'appauvrir, mais la question centrale, c'est est-ce que c'est efficace? On pourrait discuter, dire que c'est très plus efficace si on faisait un peu différemment, ça je ne dis pas le contraire. Mais d'abord, on a massivement sauvé des vies. Et d'abord, on a accepté de casser l'économie pour sauver des vies. Excusez-moi, mais c'était jamais arrivé. Et c'était surtout jamais arrivé qu'on soit 5 milliards à faire exactement la même chose dans le monde entier et à s'observer, à regarder ce que font les autres, les Chinois, les Indiens, les Allemands, à se demander lequel est le meilleur, à se demander quelle est la meilleure technique, et qu'en même temps, on mette des sommes absolument faramineuses dans la recherche scientifique. Vous savez, la recherche scientifique, elle va trouver un vaccin, elle semble avoir trouvé, mais elle a trouvé plein d'autres choses, parce que quand on cherche comme ça, on découvre des tas d'autres choses qui vont être utiles pour d'autres maladies, pour d'autres virus, etc. Donc, on est là dans un... Il faut se raconter, je crois, cette victoire, ce combat, cette victoire, et le fait qu'on entre dans la période des solutions. Et en même temps, comme on a vécu quelque chose d'extrêmement dur, comme il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, on va avoir envie de solutions radicales. C'est-à-dire qu'en sortant de cette période, moi j'ai tendance à penser, vous voyez, que l'été 21, il va être délirant. Délirant au sens où on va avoir des comportements festifs, érotiques, de voyage, parce que si vous voulez, on est dans un phénomène où c'est comme une soupape, c'est-à-dire que il va y avoir des conflits très durs, ponctuels, parce qu'il y a des groupes sociaux, regardez, ça peut être certains types de restaurants, de bars, ou ça peut être des stations de ski, etc., où les gens sont tellement étouffés qu'ils se débattent très violemment, et c'est très compréhensible, même si, bon, évidemment, après, il faudra le cadrer. Mais en même temps, je pense qu'on va avoir un désir de vie qui va être extrêmement fort, comme après toutes les grandes tragédies. Et ça va être l'année 21. Et puis après l'année 22, l'année 22, ça va être une année de conflit social parce qu'effectivement, les gens vont dire oui, mais moi, je n'ai pas été augmenté, etc. Et tout. Donc, on va revenir, je dirais, à des choses de cet ordre-là. Bon, on est dans ce timing-là. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est l'année 21 devrait être une bonne année. Il y aura du monde. Normalement, à partir d'avril, mai, juin, il y aura du monde, il y aura des clients, il y aura de la demande. Mais ça sera des gens qui auront envie de s'éclater, si je peux me permettre. Donc ça aussi, dans nos appréhensions, dans ce qu'on va proposer, etc., c'est évidemment des choses qu'il faut réfléchir. Même s'il faut bien voir qu'on traverse en réalité 3 crises, parce qu'il y a la crise de la pandémie, il y a la crise du terrorisme, qui revient régulièrement et qui terrifie tout le monde, et puis évidemment, il y a la crise économique qu'on voit monter, mais en fait, on ne sait pas la mesurer. Parce que quand vous regardez ce qui se passe en Chine, ils ont redémarré depuis un moment, en gros, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que l'économie chinoise est repartie de l'avant, elle marche bien, etc. Elle marche bien aussi parce que nous, on est un peu ralenti, donc ils en profitent. Enfin, ils en profitent, ils prennent des parts de marché où on n'est pas. Mais c'est frappant de voir que la Chine a redémarré très fortement. Et au fond, parce qu'il n'y a rien de cassé. Ce n'est pas comme une guerre. Tout est là. Ce qui est cassé, c'est dans nos têtes. C'est nos désirs, c'est nos envies de consommer, c'est le fait qu'on est désespéré, c'est tout ça. Mais au fond, rien n'est cassé. Les hôtels sont là, les restaurants sont là, il suffit de rentrer dedans, de mettre la cuisine en route et ça marche. Bon, on a même souvent gardé le personnel, etc. Donc, c'est très, très curieux et c'est quasiment impossible d'évaluer dans quel état ça va redémarrer. Par contre, il y a des ruptures qui vont être très puissantes, et c'est ça dont je veux insister, dans le domaine numérique, dans le domaine écologique, etc. Et ces ruptures-là, c'est là effectivement qu'il va se passer des choses. C'est-à-dire que l'attente des gens ne sera plus les mêmes. Et c'est je crois qu'il faut réfléchir. Parce qu'au fond, si on veut tirer quelques leçons pour aller vite, moi, la chose qui m'a frappé dans cette lutte contre le Covid, c'est qu'on a mis en place 2 modèles. Un modèle de coopération, dont j'ai parlé, c'est-à-dire 5 milliards d'hommes qui mènent le même combat.
Et en même temps, on s'est multi-protégé. On s'est refermé sur la famille, le logement, on s'est refermé sur le local, on s'est refermé évidemment sur le national, sur le continental. Et donc, on s'est à la fois refermé et en même temps, on a tous travaillé ensemble. Ça risque d'être la structure culturelle de la société de demain. C'est-à-dire effectivement coopérer et renforcer les frontières. Mais les frontières, ça peut être la frontière de la famille, ça peut être la frontière du domicile, ce qui peut entraîner aussi bien effectivement que des frontières politiques. Je ne parle pas forcément uniquement de nationalisme. Donc là, il y a un savoir-faire qui va changer. La deuxième chose, je crois qu'il faut retenir, c'est que les crises, c'est des accélérateurs de tendance. C'est-à-dire les grandes pandémies ont marqué l'histoire de l'humanité. Vous voyez par exemple les cathédrales ou les grandes églises qui ont des dômes. Le dôme a été inventé parce que pour lutter contre les pandémies, on pensait qu'il fallait faire circuler l'air. Et que du coup, quand on se rassemblait pour prier, le dôme permettait que, comme aujourd'hui, on vous dit, faites des courants d'air dans vos maisons pour effectivement évacuer le virus. Le dôme, c'est la même chose. C'est une invention qui relève, au moment de la Renaissance, d'une lutte contre les pandémies. Mais la ville haussmannienne est en grande partie une ville bâtie sur l'hygiène, sur l'hygiénisme et sur la volonté de lutter contre les maladies dans les milieux populaires, etc. Il y avait aussi la volonté de faire passer la troupe contre les mouvements ouvriers. Ne soyons pas complètement naïfs, il n'y avait pas un seul objectif. Mais enfin, là, il est clair que c'était une période d'hygiénisme, on découvrait tous les dangers. D'ailleurs, le dernier choléra de 1856, si vous avez lu Jean Giono et Le Hussard sur le toit, on voit bien que les gens ne savaient pas. L'hygiène était extrêmement rudimentaire. Donc, on voit bien comment ces périodes sont des accélérateurs de tendance et qu'on va voir naître, nous, on va se dire quelles sont les tendances qui étaient là avant. Il y avait MeToo, il y avait Greta Thunberg, il y avait la mise en question de l'aviation, il y avait le débat sur le surtourisme, il y avait tous ces éléments qui étaient là. Bon, ben, ils vont plutôt sortir plus forts après. Et en même temps, il y a des choses qui n'étaient pas là et qui vont se développer dans les années qui viennent. Vous voyez, si vous faites une comparaison avec 68, qui est sans doute la dernière grande rupture culturelle à peu près équivalente, ben avant 68, on ne parlait jamais d'écologie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 74, pour les plus vieux comme moi, quand René Dumont s'est présenté, je crois qu'il a fait 1,5% des voix. 1,5%. Bon. Le ministère de l'Environnement, il a été créé en 72 ou 73. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que la nature n'était pas perçue comme un souci. Le statut des femmes n'était pas perçu comme un objet. D'ailleurs, 68, on était très pour l'égalité homme-femme, mais c'est que les hommes qui en parlaient. Vous n'avez aucune image de 68 où il y a des femmes à la tribune. Mais on était prêt à leur donner beaucoup. Mais enfin, on leur donnait beaucoup, on leur expliquait qu'est-ce qu'on allait leur donner. Donc, c'est marrant en ce moment. Enfin, c'est marrant, la mort Giscard d'Estaing n'est pas marrante, mais je veux dire, la disparition de Giscard d'Estaing, on se rend compte qu'effectivement, au fond, c'est quelqu'un qui venait plutôt de milieu conservateur actionnaire qui a donné, ne fût-ce qu'une chose, on parle toujours de l'avortement, etc. Mais l'idée que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un carnet de chèques, par exemple, avant 68, c'est quand même inimaginable, quoi. D'ailleurs, des choses aussi simples, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de travailler, qu'elle n'était pas autonome. Enfin, je veux dire, c'était des êtres aliénés d'un point de vue économique. Donc, je dis ça parce que 68, pour moi, c'est la rupture de la place des femmes, c'est la rupture de la question écologique. C'est aussi un nouveau rapport entre la ville et la campagne, parce que 68, c'est la dernière grande vague de gens qui vont s'installer dans les campagnes avec un projet culturel et politique. C'est un processus qui se continue. Mais si vous voulez, par rapport à l'exode rural, qui était un mouvement de la campagne vers la ville, qui avait commencé en gros massivement après la guerre de 14. C'était déjà un peu avant, parce que la guerre de 14 a tué tellement de paysans que les campagnes ont été bousculées, puis on est petit à petit parti vers la ville. 68, c'est la première fois qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui retournaient vers les campagnes, et des gens diplômés, des gens qui avaient, il y a un livre que j'aime beaucoup qui parlait du refus de la ville. C'était pas des gens, d'ailleurs, on les appelait des néo-ruraux parce qu'ils n'ont pas voulu redevenir rural au sens traditionnel du terme. Mais en même temps, ils n'avaient plus envie de vivre en ville, ils n'avaient plus envie de vivre dans cette ambiance politique. Ils avaient un rapport à la nature, un rapport au couple, un rapport à la liberté sexuelle. Je vous rappelle que la pilule a été inventée en 67, donc ça a fait pareil aussi dans les éléments de transformation. Mais si vous voulez, et ça a aussi revalidé les campagnes. Moi, là où j'habite, par exemple, le président de l'Union des caves coopératives, qui est une très très grosse structure, c'est un ancien Babacool. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont venus, qui ont été les cadres de la transformation. Donc il faut toujours se dire que quand on recueille, quand arrivent de nouvelles populations, de nouvelles compétences, c'est un atout si on sait les placer, si on leur donne pas non plus, si on les rejette pas complètement, si non plus on leur donne pas évidemment toutes les places sous prétexte qu'ils seraient passés à la fac ou que leur grand-mère aurait fait l'ENA. Donc ça, c'est pas le sujet. Donc là, il y a tout un enjeu tout à fait important. Après, il y aura un enjeu, mais qui va moins nous concerner, mais je le signale quand même. Est-ce que les démocraties ont été les plus efficaces pour lutter contre le Covid? Ça va être une question essentielle dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Ou est-ce que les régimes illibéraux autoritaires ne sont pas plus efficaces? Et vous savez, ça va se poser beaucoup. Dans un pays comme la France, où 41% des jeunes
rêvent d'un régime plus autoritaire et où en fait la majorité régente ne sont plus allés voter aux dernières élections. Donc, est-ce que finalement, la course qu'il y a en ce moment, notamment sur les vaccins, c'est aussi une course politique pour dire est-ce que les démocraties sont plus efficaces ou pas plus efficaces que les régimes totalitaires? Évidemment, d'abord le régime totalitaire chinois. Mais si, dans plein de pays d'Afrique notamment, il est très possible que la légitimité des régimes totalitaires gagne sur la légitimité des démocraties. Et ça ne va pas nous concerner directement comme ça pour le tourisme, mais ça peut complètement changer nos sociétés. L'idée suivante qui, là, nous concerne plus directement le tourisme, c'est qu'on a tous compris que l'humanité n'était pas maître et possesseur de la nature. Ce petit virus, c'est un Chinois qui a rencontré un pangolin sur un marché, ou c'est ce qu'on pense, ou un truc qui s'est échappé d'un labo. Vous savez pourquoi est-ce qu'on élevait des pangolins en Chine? C'est parce que les cornes de rhinocéros, ils ont déjà tué tous les rhinocéros. Donc effectivement, parce que les cornes servent en Chine, on les râpe, et les messieurs prennent ça pour rendre hommage plus vigoureusement aux dames. C'est le grand objectif de ça. Et le pangolin, c'est 1 million de pangolins par an, dont les écailles de couverture, les écailles sont râpées pour que les messieurs en prennent avant, rendre hommage, comme on disait avant, aux dames. Donc c'est exactement ça l'objectif du pangolin et de sa généralisation dans les marchés chinois. Mais au-delà de l'anecdote, si vous voulez, on s'est bien rendu compte qu'on avait la plus belle civilisation scientifique et technique que l'humanité n'ait jamais eue. Et au fond, nous, on avait l'impression que, en plus en France, on n'arrêtait pas de dire qu'on a le meilleur système de santé. Et en gros, on allait voir le médecin et on était soigné, quoi. Et là, d'un coup, vous allez voir le médecin, il dit, bah, écoute, on ne peut rien faire. Tu mets un bout de tissu devant la bouche et tu restes chez toi. Bah, je veux dire, ce n'est pas la peine de lui filer 23 € pour un diagnostic aussi compétent. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, on est face au vide, c'est-à-dire que le type à qui on confie notre santé n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose. Et il nous dit, avec un peu de bol, tu ne l'attraperas pas. Bon, ben, d'accord, mais c'est pas vraiment… Et d'ailleurs, on voit que les endroits, normalement, les plus sécurisés, que sont les maisons de retraite, ça a été une tragédie épouvantable. Alors qu'on aurait pu penser que là, il y avait des infirmières, du personnel compétent, etc. Eh bien, pas du tout. Donc, au fond, on a compris que l'humanité n'était pas maître et possesseur de la nature. Et ça, si vous voulez, ça va jouer, au fond, on pourrait dire en termes d'image, Descartes a perdu face à Rousseau. C'est-à-dire, au fond, Rousseau qui a toujours dit ça, au fond, il a gagné sur Descartes. Et c'est important de penser ça parce que ça veut dire qu'on n'est pas non plus maître et possesseur de la nature face au réchauffement climatique. Et ça veut dire aussi que quand on décide de tous s'y mettre ensemble, on peut gagner. On a pu gagner, on va gagner sur le virus d'ici quelques mois. Et du coup, on est crédible à gagner sur le réchauffement climatique. Alors qu'avant, honnêtement, quand on triait nos déchets et quand on faisait un compost au fond de son jardin, on se disait effectivement que ça pouvait être fort utile. Enfin, on avait un peu l'impression que le réchauffement climatique, on ne pouvait rien y faire. Et là, d'un coup, même quand le plan de relance du gouvernement, on peut en discuter 107 ans, mais quand ils disent on met 30 milliards sur la révolution écologique, ils n'auraient jamais fait ça sans la pandémie. Et c'est vrai au niveau européen et c'est vrai au niveau mondial. Donc, d'un coup, les gens vont demander tout le temps, est-ce que ça aide à lutter contre le réchauffement climatique? Parce qu'ils vont se dire, ils vont y croire. Et s'ils y croient, il faut que chaque acte qu'ils font, on puisse dire oui, la réponse, elle est oui. Que ça soit évidemment en triant les déchets, des choses qui ont l'air toutes petites, que ce soit l'origine des produits, que ce soit les kilomètres parcourus par le kilo de tomates qu'ils vont manger, etc. On voit bien que toutes ces questions vont envahir le quotidien des gens. Et donc, les envahir, évidemment, quand ils sont en vacances. Et donc, ça, c'est évidemment des choses très importantes parce que je pense que la bataille contre le réchauffement climatique a commencé avec ce virus. Et que, si vous voulez, comme chaque fois, il y a un déclencheur, et bien ce virus est le déclencheur de ce combat. Et donc, si vous voulez, ce combat qui semblait en gros à peu près impossible à maîtriser, il va devenir possible et du coup, l'exigence des gens va être extrêmement forte. Dans chacune de vos entreprises, dans chacun de vos projets de vacances, etc., je pense que c'est une question qui va compter beaucoup. Alors, l'idée suivante que je voudrais ouvrir, c'est qu'au fond, c'est la victoire du monde numérique. Et cette victoire, je pense qu'elle est définitive. Enfin, définitive, jusqu'à ce qu'on invente autre chose. Si vous voulez, après 1945, le pétrole a gagné. Avant 1945, la plupart des gens ne se déplaçaient pas en voiture, on n'en avait pas. On avait d'ailleurs fait d'abord les trains, les transports, il y avait des camions, et puis les riches avaient des voitures. Et c'était rare. Après 1945, le pétrole est devenu ce qui liait les hommes. Entre deux hommes qui se voient, il y avait du pétrole. Que ce soit le pétrole de la voiture, que ce soit le pétrole de l'avion, ou du charbon pour le train à l'époque. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce qui lie deux hommes, c'est d'abord le numérique. Cette conférence en est une illustration. Mais si vous voulez, on va, à mon avis, partout, se dire d'abord, est-ce qu'on se fait un Zoom ou est-ce qu'on vient se voir?
Alors, il faudra garder un équilibre entre se faire un Zoom et venir se voir, bien sûr. Mais la question va se poser partout, un Zoom ou un Skype, etc. Et donc, on va en permanence se dire que le premier lien entre les hommes va être numérique. Mais le premier lien est compris dans le travail, toute la question du télétravail, mais dans les familles, toute la question du contact avec les grands-parents, par exemple, entre les générations, y compris pendant les vacances. Oui, d'accord, on est dans un camping, mais où est-ce que c'est que je peux faire un Zoom avec ma grand-mère? Bon, je veux dire, ce genre de questions qui vont devenir d'une banalité à pleurer. Donc là, on est face à des gens qui vont acquérir des habitudes de consommation, de pouvoir se voir très facilement en numérique, ce qui renvoie à la question du haut débit, ce qui renvoie à la question de la fibre, etc. Dans certains territoires où je pense que la bataille sur la fibre, elle devient vitale. C'est un peu comme les stations-service après 45. S'il n'y avait pas de station-service, le territoire était mort. Et là, la question de la fibre, la question des politiques des départements est absolument centrale parce que les gens vont devenir, ça va être d'une banalité totale comme type de lien, comme type de relation, etc. Et les gens vont pas vouloir les arrêter pendant leurs vacances. On avait déjà essayé à une époque avec la télévision, où je me rappelle encore l'époque où le tourisme social, même dans les années 80, ne mettait pas de télévision souvent dans les chambres, au nom du fait que les vacances, c'est pour se débrancher. Ils ont dû en mettre, parce qu'à un moment, les gens n'acceptaient plus de ne pas avoir la télévision. Et au fond, là, on est un peu dans la même situation. Les gens n'accepteront plus de ne pas avoir le haut débit, alors qu'a priori, on est complètement ailleurs dans ce qu'on va leur offrir. Il y a une chose qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, je pense, dans la situation actuelle, c'est les nouvelles relations entre les générations. Parce que, si vous voulez, les jeunes sont certainement ceux qui vont le plus… Alors, les vieux sont ceux qui meurent le plus, bien entendu, mais en même temps, on se bat pour eux. Parce que les 300 ou 400 000 Français qu'on a sauvés de la mort en luttant, en se confinant, ce sont surtout des personnes âgées. Donc la société a sauvé des personnes âgées comme jamais. Et par contre, ceux qui ont le plus été exclus, c'est les jeunes. En fait, regardez les statuts des étudiants, des apprentis, etc. Ils ont mené une année de galère absolument monstrueuse. Ils ne peuvent pas faire de petits boulots, ils ne peuvent pas travailler dans le tourisme pour se faire des sous, ils ne peuvent pas se draguer, ils ne peuvent pas se voir, les bibliothèques ne sont pas ouvertes. Je veux dire, c'est une année qui n'a aucun sens. Mais quand vous avez 17, 18 ans, vous avez une année de perdu, ça ne se rattrape pas facilement. Donc, je veux dire, là, on est face à ça. Alors même que les retraités ont un revenu qui a été garanti, que les fonctionnaires ont un revenu qui a été garanti, et qu'effectivement, les télétravailleurs aussi, alors que les gens au chômage partiel ont perdu souvent une partie de leurs revenus. Donc, il y a des nouveaux équilibres dans la société. Il y a des groupes sociaux qui vont avoir le sentiment d'avoir été perdants, et d'autres groupes sociaux qui ont le sentiment d'avoir été gagnants. C'est vrai entre les générations, c'est vrai entre les métiers. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Et puis, une autre idée que je vais donner, parce que j'y reviendrai après en aménagement du territoire, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait 3 groupes sociaux dans nos sociétés. On a bien vu qu'il y avait les gens du care et du service, qui en gros, eux, ils n'ont jamais arrêté de travailler. Ils faisaient ce qu'on appelait ces petits métiers qu'on ne voyait pas, les chauffeurs, les caissières, tous ces gens-là. Et ces gens-là, ce qu'on a bien vu, c'est qu'ils sont mal payés et qu'ils habitent loin de là où ils travaillent. Donc là, on est face à un modèle territorial compliqué. On a très bien vu que le modèle industriel, c'est des gens qui ne sont plus dans les grandes métropoles, ils ont été au chômage, en gros, ce n'est pas trop notre propos. Et puis, on a vu un 3e groupe émerger, c'est le monde du télétravail. En France, c'est à peu près 4 millions de personnes qui ont une possibilité de télétravailler dès maintenant, plus si on en fait vraiment un projet. Un télétravailleur, ce n'est pas quelqu'un qui ne vient plus à son entreprise, c'est quelqu'un qui ne vient pas tous les jours dans son entreprise. C'est quelqu'un qui vient au moins 2 jours par semaine, etc. C'est un type qui a un 2e bureau, télétravailleur. C'est un type qui a un bureau dans son entreprise, et puis 2 ou 3 jours, il a un autre bureau. Mais cet autre bureau, il ne le veut pas chez lui, il le veut à côté de chez lui. Parce que chez lui, il a son conjoint, ses enfants, son chien, etc. Et donc, d'une certaine façon, il n'a pas forcément envie que le travail envahisse sa sphère intime et y pénètre. Et que du coup, c'est des mondes qu'il est probablement une certaine volonté de séparer. Donc, la question du territoire à 1 ou 2 heures des grandes villes, de ce territoire du télétravail, va se poser, elle est devant nous, et on voit bien autour de toutes nos villes, notamment des très grandes, pour vous, les 2 très grandes, c'est Toulouse et Bordeaux, qui sont un peu loin. Au fond, il y a 2 extérieurs de ces grandes villes. Il y a la partie, j'allais dire, qui était celle des Gilets jaunes, qui a été un territoire des milieux populaires qui avaient quitté la ville pour accéder aux pavillons. Vous savez qu'en France, on a construit 16 millions de pavillons avec jardin, alors qu'il y a 12 millions d'appartements. Donc la majorité des Français habitent dans des maisons avec jardin, 70% en fait, 60 à 70%. Parce que dans les maisons avec jardin, il y a plus de gens que dans les appartements. Dans les appartements, il y a 10 millions de personnes seules qui sont en appartement. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'habitants dans les maisons avec jardin. Mais les gilets jaunes, c'était ceux qui avaient choisi uniquement en fonction du prix du terrain. Comment je peux trouver un terrain
pas trop loin des voies d'accès, à 1 heure de mon boulot, et donc à 1 heure du boulot de ma compagne ou de mon compagnon, mais c'était des couples biactifs avec le modèle du double diesel et de la petite maison mal isolée qui a été perçue comme la catastrophe. Donc on les a dénoncés, ils se sont révoltés parce qu'au fond, c'était des gens qui s'étaient battus pour réussir leur vie, et à un moment on leur a dit, mais il est nul votre modèle. Vous n'avez pas compris que le diesel c'est nul, la maison pas isolée c'est nul. Et donc ces gens qui étaient au fond, j'allais dire, le peuple de France qui avait gagné, qui est sorti du HLM, qui avait progressé, qui était souvent un peu indépendant, qui pouvait être chauffeur, qui pouvait être petit patron, qui pouvait être infirmière indépendante. Ils avaient l'impression d'être en promotion sociale. Et d'un coup, on leur dit, mais non, vous n'avez rien compris, le monde écolo, il n'est pas pour vous, là, votre truc, ça ne vaut plus rien. Donc, ils ont perdu le sens de leur projet. C'est ça, la révolte des Gilets jaunes sur le fond. Et à côté, vous avez les télétravailleurs. Et les télétravailleurs, ce n'est pas du tout pareil. Eux, ils vont dans des endroits à forte image de marque, ils vont dans des zones touristiques, ils vont dans des endroits où ils vont être fiers de dire « Ah, mais moi, je suis allé m'installer à Cahors, c'est vachement génial, c'est pas très loin finalement de Toulouse. Hein. Je vais à Toulouse 2 fois par semaine, mais finalement, c'est pas très loin. » C'est-à-dire que ils vont valoriser là où ils vont. Ils vont tenir compte du niveau du lycée, ils vont être attentifs à la qualité des écoles, ils vont être attentifs à l'homogénéité de la population. Oui, je dis ça très poliment, ce qui veut dire en gros qu'ils vont vérifier qu'il n'y a pas d'immigrés, ou très peu. Et donc, ils ont tous ces enjeux-là. Et puis, ils vont valoriser ce territoire, ils vont le porter, ils vont y mettre leurs enfants à l'école, etc. Et donc là, on est dans deux extra-urbaines, 2 extérieurs de la ville qui sont complètement différentes, dont une partie va venir mordre sur les territoires touristiques. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense qu'il y a déjà il y a des territoires touristiques qui avaient déjà été complètement transformés par les grands périurbains. Vous voyez, moi, là où j'habite, c'est là où j'étais enfant il y a 70 ans, les résidences secondaires ont quasiment disparu. Je suis à 1 heure de Marseille. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des gens qui travaillent à Marseille, qui habitent là, et on a construit un lycée, etc. Alors, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de crèche, c'était un lieu de résidence secondaire. Maintenant, c'est un lieu d'habitant permanent. Et donc, vous avez ces territoires des villes qui ont déjà… Là, ça va rajouter une zone qui va un peu plus loin, parce que si vous n'allez à la ville que 2 ou 3 fois par semaine, à ce moment-là, vous pouvez effectivement avoir un trajet plus long. Vous pouvez éventuellement, un trajet en train peut devenir confortable, même s'il est un peu longuet parce que vous travaillez sur votre ordinateur. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir un trajet inclus dans le temps professionnel où vous êtes en train de préparer votre journée sur votre ordinateur à un trajet qui est effectivement un trajet de week-end ou de vacances. Ce n'est pas du tout la même nature de trajet. Donc, on ne va pas avoir affaire au même territoire. Il y a des territoires qui vont trouver là des nouveaux outils de développement s'ils savent les saisir. Et ça, c'est la grande question. Est-ce qu'ils sauront les saisir? Et donc, si vous voulez, c'est ça, je crois qu'il faut qu'on regarde. C'est-à-dire que quand on regarde le territoire qui va être devant nous, on est dans une époque, si vous voulez, la révolution numérique, on va dire c'est 2006, il y a 15 ans. 2006, c'est l'année d'invention de Twitter. C'est le moment où on a réorganisé Facebook. Avant, il y avait des ordinateurs, mais c'est comme avant 40, il y avait déjà des voitures. Mais en gros, la plupart des gens n'en avaient pas. Avant 2006, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était qu'Internet. La plupart des entreprises ne l'utilisaient pas. On n'avait pas Intranet, évidemment, on n'avait pas le haut débit. Bon, on n'avait pas la 5G, etc. Et donc, en 15 ans, on est rentré dans un autre monde et cette pandémie nous a fait basculer dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a tous appris à toute vitesse à utiliser Zoom, à utiliser ça, à discuter, à faire des strikes et tout ça. Bon. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est définitif. D'ailleurs, on est arrivé assez bien, je tiens à vous féliciter. Mais surtout, ce que ça a fait, c'est que ça a accentué la création de richesse dans les très grandes métropoles. Quand ça arrivé, on s'est tous dit, moi j'habite à la campagne, à 1h30 de Marseille, puis c'est génial, avec la toile, on est tous sur la toile, donc au fond, on peut aller n'importe où pour faire tout. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'est absolument pas vrai, parce qu'il y a des endroits où la densité de la toile croise la densité de la ville. Et si effectivement vous êtes au cœur de Manhattan, au cœur de Paris, au cœur de Toulouse ou autre, vous avez plein sur la toile, vous allez chercher des gens, des entreprises, des budgets, des effets culturels, et vous avez plein d'opportunités à côté de chez vous. Et donc la toile a d'abord renforcé les liens économiques là où il y a beaucoup de monde. Et donc, les métropoles ont accéléré leur part dans la création de richesse. Et en France, vous avez à peu près 8 métropoles qui créent maintenant 61% de la richesse collective. Et donc, et ça va s'accentuer. Et sur la planète, il y a 200 métropoles qui créent l'essentiel de la richesse collective. Et en France, les 8 métropoles dont je parle, je ne donne pas de nom pour fâcher personne, mais si vous voulez, elles occupent un peu moins de 40% de la population. Et encore, vous voyez, une partie de ces populations, prenez la population des quartiers nord de Marseille, elle est d'accord dans la métropole, mais reconnaissons qu'elle est peu intégrée au modèle économique métropolitain. Donc, dans la vraie vie, c'est moins de gens que ça. Bon. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que dans ces territoires-là, les gens, effectivement, c'est là qu'il faut être lié à ce territoire, parce que c'est là que se crée la richesse, mais ce n'est pas là qu'on a envie de vivre.
soit qu'on ait envie d'habiter à loin, donc l'art de vivre se sépare de l'art de produire, c'est ce qu'on connaît depuis une trentaine d'années, c'est même depuis surtout, et ça va s'accélérer à toute vitesse. L'idéal, c'est d'habiter et d'être lié à une métropole. On peut y être lié de différentes façons, on peut y aller de temps en temps, on peut à l'inverse habiter au cœur de la métropole, un tout petit appartement et avoir une maison de vacances ailleurs, ou aller dans un Airbnb. Il y a des modèles complètement différents. Quand vous regardez par exemple à Paris, vous avez 55% des gens qui vivent tout seuls, dans des tout petits logements. Et donc, ils sont 2 millions, il y en a plus d'1 million qui vivent tout seuls. Et en fait, ils habitent à Paris, mais leur vraie vie, elle est à l'extérieur, dans des résidences secondaires, quand ils sont en vacances, quand ils viennent chez vous, etc. Donc, ils sortent vivre à l'extérieur de la ville. Et puis, vous avez ceux qui construisent leur vie à l'extérieur de la ville et qui ne rentrent dans la ville que travailler ponctuellement. Donc, on est sur des modèles complètement différents. Et donc, ça va continuer. C'est-à-dire que l'hyperville, cette ville qui intègre d'un côté la ville gilet jaune et de l'autre côté ce que je suis en train de vous décrire comme la ville bobo, télétravailleuse, va se renforcer. Et donc, ça va mordre dans les territoires à l'extérieur des villes. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas se battre contre les métropoles. Il ne fallait pas se battre contre les mines de charbon au 19e siècle. Quelque part, ça ne sert à rien. L'enjeu, il est de comprendre le processus de création de richesse et de se demander comment en profiter. Alors, dans ce système-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'on va chercher demain? Moi, je crois qu'il y a des mots forts à retenir. Il y a le mot local. Le mot local est un mot qui n'a rien à voir avec les territoires politiques. Il faut faire bien de dire aux élus. Le territoire communal n'a plus forcément du sens. Il y a des endroits oui, il y a des endroits non. Le territoire du canton n'en a strictement aucun. La communauté de communes, les gens savent absolument pas où elle est. Là, par contre, c'est le local. Le local, c'est quoi? Le local, c'est le collège, c'est le marché, c'est le café. C'est-à-dire, c'est un endroit où on croise des gens qu'on a déjà vus, au fond. Et je pense que ce que je viens de vous dire fait que les lieux de coworking, les lieux où on peut aller travailler à côté de chez soi avec son ordinateur, vont rentrer comme éléments centraux du local, comme les maisons du service public qu'on nous a promis après la crise des Gilets jaunes et qu'on ne voit pas venir. Et comme le touriste et le vacancier va avoir aussi envie d'aller dans un lieu de coworking, il va aussi vouloir pouvoir poser son ordinateur, communiquer avec sa famille, ses copains, etc. Le coworking, ça peut être un lieu de rencontre entre les gens qui viennent de la ville habiter là, les gens qui habitent là, l'accès aux services publics pour ceux qui sont là, la formation des jeunes qui ont besoin d'être initiés au numérique, mais aussi évidemment l'accès des vacanciers qui veulent un point de contact, qui veulent aller poser leur ordinateur quelque part, où ils peuvent aussi faire une photocopie s'ils ont besoin, ils ont ces petits services de base qui permettent effectivement de circuler et de travailler. Parce que le travail et les vacances se mélangent de plus en plus. La plupart des résidences secondaires ont souvent un lieu de travail dans la maison, etc. Les temps ne sont plus séparés comme c'était jadis. Donc, ce désir Jean, oui. juste une question. Oui. En parlant de ces espèces de coworking, est-ce que vous ne croyez pas que nous, en tant que professionnels, on aura aussi à proposer ce genre de service et que ce ne soit pas forcément des institutions publiques ou des mairies ou des… Ah, mais moi, je ne suis pas sûr que les lieux de coworking doivent être publics. Ok. Les lieux de coworking, pour moi, tu vois, moi, par exemple, je suis en train d'en créer un en Bretagne avec 50 copains. Moi, j'ai une résidence secondaire là-bas, mais les autres sont des gens du coin, le libraire, les hôteliers et tout. Et on s'est regroupés parce qu'on s'est dit, mais si on s'y met à 50, on met chacun 5 000 euros, 10 000 euros. On a racheté un hôtel sur le cœur de Pont-l'Abbé, qui est une petite ville, parce qu'il y avait un hôtel qui avait 14 chambres, c'était un peu petit, il était vieillissant, donc du coup on s'est dit il est trop petit vraiment pour être là, on ne voit pas la mer. Bon. Mais par contre, faire le coworking, il est sur la grande place, il va y avoir tout le bas, ça va être des lieux pour venir travailler avec son ordinateur, mais on pourra manger un petit bout. Il y aura 2 petits studios qu'on peut louer s'il y a des gens qui séjournent plus longtemps. Il y a une dizaine de chambres, ça permet de faire travailler des groupes, que des gens viennent en séjour, travailler, etc. Et puis, évidemment, il y aura un peu de formation pour qu'il y ait des gamins du coin qui puissent apprendre à se servir, etc. Bon, mais c'est totalement privé. Après, effectivement, le département va y mettre 2 personnes qui, eux, vont être pour l'accueil des gens qui viendront faire leurs impôts, leur sécurité sociale, c'est-à-dire là, il y aura une petite antenne, lieu de service public. Mais l'argent, c'est pas ça quand même. Ça, c'est un service qui va du coup faire venir des gens qui veulent aller, ne fût-ce que leur dossier sécu, plutôt que d'aller à triple dash faire le papier, etc. Donc, mais voilà. Mais pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis un expérimentateur comme sociologue. Donc, j'aime bien mettre le doigt dans un projet que c'est pas moi du tout moi qui le porte. J'ai mis tout de suite un doigt parce que je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que, alors, ils seront pas tous comme ça.
il y en a qui vont être peut-être dans des structures, il y en a qui vont, il y a peut-être des tas de cafés qui vont fermer parce qu'ils ne marcheront plus, mais peut-être qu'un café, c'est assez facile à transformer en lieu de coworking parce qu'effectivement, il suffit de le réorganiser un peu, mais il y a déjà une grande salle, il y a un bar, on peut faire 3 trucs à manger, etc. Vous voyez, il y a comme en ce moment l'opération sur les 1000 cafés de Borello dans des toutes petites communes. C'est intéressant, je trouve ça bien, moi. Hein. Mais on pourrait faire un projet 10 000 lieux de coworking dans le même modèle. Alors, il se peut après que dans un équipement touristique important, il va y avoir à l'intérieur un lieu de coworking. Mais un des intérêts de ces lieux, c'est que ça soit des lieux de carrefour entre des gens qui sont en vacances, des gens qui habitent là, des profs qui ont envie d'être tranquilles pour préparer un cours, le type qui va 2 jours par semaine à Toulouse ou l'autre qui va à Bordeaux parce qu'effectivement, il a envie d'être là. Donc, ces gens, normalement, ne se parlent jamais de leur travail. Et là, ils se retrouvent à côté à dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Je travaille à Air France et moi, j'ai lancé une start-up et toi, moi, j'ai un petit resto. » Je veux dire, l'intérêt aussi, c'est que ça devient un lieu de parole autour du travail, alors qu'avant, il y avait là où on habite et là où on travaille. Depuis longtemps, avant ce n'était pas comme ça. Enfin, je veux dire, bien sûr, dans nos communes, dans nos villages, on travaillait, on habitait, on se mariait, on faisait tout en même temps. Et puis, on a tout séparé. Et je pense que le coworking, c'est une forme de réunification du lien entre le travail et la vie quotidienne. Parce qu'après, c'est les mêmes qui vont chercher les gamins à l'école, c'est les mêmes qu'on va retrouver au marché, on va discuter, mais tu as vu ce fromager, ah oui, il est bio, mais il est bon, tu es sûr, etc. Je veux dire, l'intérêt, c'est de créer du lien. Vous savez, ce qu'on cherche tous, c'est des liens. On cherche à des hommes et des femmes à qui parler. C'est ça qui est intéressant. Donc finalement, parce qu'on a eu une question par rapport à ça sur le fait de est-ce que la digitalisation va gagner par rapport aux relations humaines. Mais finalement, vous êtes en train de nous expliquer que grâce à la digitalisation, on peut aussi amener du contact humain. Et c'est ça qui est important. Évidemment, mais vous pouvez regarder le succès de Mythique. C'est la deuxième source de mariage. Bien sûr, on ne se contente pas de rester sur Mythique. Bon, après, Mythique à la campagne, ça ne marche pas très bien parce qu'au début, ils avaient prévu une distance de 10 km pour les lieux de rencontre, sauf qu'à la campagne, il y a 10 km, on se connaît déjà. Donc, du coup, c'est un peu gênant parce qu'on ne peut pas physiquement. Mais au-delà de ça, qui est un cas un peu particulier, je pense que la question, c'est comment on passe. C'est comme le fait d'avoir un deuxième bureau, c'est comme le télétravail. La question, c'est comment on articule la rencontre physique avec la connexion numérique. Comment on passe de l'un à l'autre et comment l'un enrichit l'autre. Si on n'est que sur le numérique, c'est évidemment un vide total de sens et de lien. C'est donc pas l'objectif. Donc c'est bien cette connexion qui est intéressante. Et c'est la même chose avec les tiers-lieux. Les tiers-lieux sont des lieux de coworking, mais on introduit la dimension créative, on introduit la dimension culturelle, où il y a des artistes, on peut être connecté avec un théâtre qui est dans une grande ville, on peut diffuser des spectacles, etc. Les tiers-lieux, pour moi, c'est un peu comme les nouvelles maisons du peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un outil numérique qui permet d'accéder à des biens auxquels vous n'accéderiez jamais, parce que vous ne pouvez pas, dans un petit village, accéder à visiter le Louvre. Mais par contre, effectivement, vous pouvez, dans un tiers-lieu, avoir des connexions, avoir des entrées, quitte après à organiser un voyage, si les gens se passionnent pour un sujet, une exposition, etc. À un moment, ça peut devenir physique comme trajet. Mais je crois que si vous voulez le lien, il faut pas laisser le numérique nous tuer et dominer l'ensemble de nos éléments. Il faut être bien conscient que les réseaux sur le numérique sont des réseaux de haine, sont des réseaux d'exclusion, qui peuvent être extrêmement dangereux. C'est pour ça que la bataille en ce moment, ça va être la régulation, j'allais dire morale du numérique. Il n'est pas normal qu'on puisse, ce qui s'est passé avec une jeune fille comme Mila qui se fait injurier par des milliers de personnes, c'est inimaginable qu'on ne sache pas l'arrêter. Parce que dans la rue, il y a plein de gens qui vous courent après pour vous injurier, les polices arrivent et les arrêtent. Mais là, on ne peut pas puisqu'ils sont sous pseudonyme. Donc, si vous voulez, on est face à un vrai problème de régulation du monde numérique. Mais le monde numérique, c'est le nouveau lien. Et si vous voulez, la question, c'est comment on passe du numérique au physique, au réel, au face-à-face. Ça, c'est un véritable enjeu. Mais c'est pareil pour les agriculteurs. De plus en plus, ils vont mettre leur ferme sur le numérique et on saura ce qu'ils vendent et on verra la qualité de leurs produits et après, on ira l'acheter à la ferme. Mais pour aller à la ferme, il faudra qu'on l'ait vu. Et ça va être pareil pour vous. Je veux dire qu'à un moment, regardez Airbnb, ça vous crée une concurrence souvent désagréable. On en parlait tout à l'heure. Mais Airbnb, c'est génial parce que le mec qui est au Japon et qui veut trouver un truc en Provence, moi je vois dans mon village, on va débarquer des mecs qu'on n'aurait jamais vus. Parce qu'eux, ils ont que Airbnb. Donc, effectivement, ils connaissent rien à l'Europe, ils connaissent pas le français. Ils veulent passer 3 jours en Provence, ils savent pas ce que c'est que la Provence, c'est vachement grand. Et ben, ils sont tombés là, quoi. Voilà, ils ont trouvé le truc sympa et voilà. Et si vous voulez, en plus, ils ont payé par Internet. Le mec est venu maintenant ici. Il y a des développements des conciergeries qui marchent très bien. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à l'aéroport et tout. Il y a un copain qui a créé ça, ça marche du feu de Dieu. Il s'occupe effectivement d'aller chercher les gens, de les amener. Il vérifie avant qu'il y a des provisions de base, que là, ça a été nettoyé. Enfin, il fait de la conciergerie, en fait. Ben, c'est tous ces métiers qui sont en train de s'inventer
entre ces systèmes. Alors, ça peut créer des concurrences avec des professionnels comme vous, donc je suis très sensible à ça, mais en même temps, vous savez, il y a 1,5 milliard d'hommes qui circulent d'un pays à l'autre chaque année. En 2020, évidemment, ça s'est arrêté. Bon. En 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux. On était 4 milliards d'humains. Aujourd'hui, on doit être 7 milliards. Il y a 1,5 milliard d'hommes qui ont visité un autre pays que le leur l'année dernière. 1,5 milliard. Donc, franchement, en attirer chez vous, le problème, c'est comment je fais. C'est pas est-ce qu'il y en a. Je veux dire qu'il y en a. Après, comment on fait? Et après, si vous voulez, c'est comment on rentre sur ça. Alors, il y a différentes façons de rentrer. Il y a évidemment les nouvelles numériques comme Airbnb, c'est une solution. Il y a évidemment le fait de construire la communication un peu classique, mais en les construisant bien sur les territoires touristiques. Moi, je voyais qu'à un moment, le département des Bouches-du-Rhône où j'habite communiquait. Je disais, mais ça ne sert à rien. Personne n'est jamais allé en vacances dans les Bouches-du-Rhône. On peut aller à la Provence, on peut aller ce qu'on veut, mais le mec, il ne va pas dans les Bouches-du-Rhône. Bon, ça, c'est une idée de politique. C'est normal, ils sont élus des Bouches-du-Rhône, mais le produit, ce n'est pas les Bouches-du-Rhône, c'est la Provence. Bon, même ça. Bon. Donc, il y a toute cette question de communication. Mais il y a effectivement, après, vous voyez, Chantilly, par exemple, c'est un dossier qui m'avait beaucoup intéressé parce qu'ils voulaient attirer du monde à Chantilly, au château de Chantilly. Ils avaient vu quelques Chinois qui traînaient. Bon. Et puis, ils ont eu une idée géniale. Ils sont allés au Langzhou à Paris et ils ont trouvé une Chinoise qui parlait français, cherchait du boulot, ils l'ont embauchée pour développer les liens avec la Chine. Et ils sont allés à la foire de Canton et ils ont dealé avec un producteur de cinéma. Et du coup, il y a une série télé qui s'est passée à Chantilly. La chambre d'amour, c'était une des plus belles chambres du château. Et ils ont des milliers de Chinois qui viennent tous les ans, effectivement, visiter le château de Chine exprès pour ça, en disant, ben, c'est comme nous, si on allait voir les cités, les trucs qu'on voit en ce moment, les grandes séries télé et tout, ah ben, on va visiter le terrain. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans cette énorme foule qui se déplace sur la planète, le problème, c'est comment l'unicité de son territoire devient une destination. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui fait qu'il faut se regarder dans l'œil de l'autre. Il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé quand je dirigeais les groupes de recherche à la DATAR, le commissariat au plan sur le tourisme, c'est le succès des gîtes ruraux tenus par des étrangers, qui marchent souvent beaucoup mieux que les autres. Parce que s'il y a un Anglais qui vient s'installer en Dordogne, il couvre un gîte rural, il sait pourquoi il a choisi la Dordogne. Alors que celui qui dit « Ah, mais moi j'ai ouvert le gîte, je suis né là », oui, j'en ai très content que tu sois né là, mais tu ne nous dis pas pourquoi c'est désirable d'être là. Toi, tu es né là, tu n'as pas de bol ou tu as du bol, ça tu apprécies comme tu veux. Mais en fait, il faut demander à ta mère, quoi. Et donc, alors que l'anglais, c'est un choix qu'il a fait. Et donc, si vous voulez, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que pour créer du désir de venir, souvent, il faut être venu soi-même. Et en même temps, les gîtes ruraux qui marchent le mieux, c'est ceux tenus par des étrangers, ou si ceux qui sont en Île-de-France, au bout du RER. Parce que vous allez à Dourdan, vous avez des gîtes ruraux en pleine forêt, vous êtes à 20 minutes de train du centre-ville, et finalement, c'est complètement dépaysant. C'est-à-dire que la proximité peut être aussi dépaysant que la distance. Ça, c'est une idée relativement moderne, qu'on avait vue depuis 20 ans. Avant, on avait l'idée qu'il fallait aller loin. Puis après, on s'est rendu compte que se taper 4 heures d'avion, des fois, ça ne vaut pas le coup, parce qu'en 1 heure et demie, on est dans des loins complètement dépaysés. Et cette pandémie, elle a poussé les gens, même là, quand on leur dit tu peux faire 20 km, bon, mettons qu'ils truandent un peu, mais ils vont découvrir autour de chez eux des tas de coins qu'ils ne connaissent pas. Et l'été dernier, il y a plein de gens qui sont allés autour de chez eux parce qu'ils n'avaient pas envie, on ne pouvait pas aller à l'étranger de toute façon. Et puis avec la pandémie, on se dit si je suis malade, je préfère être chez moi, j'aime bien rendre ma maman, quoi. Donc on ne va pas trop loin. Et donc du coup, il y a plein de touristes, la Bretagne était bondée comme jamais. La Provence intérieure, c'est-à-dire des territoires qui existent. Mais on se disait, pourquoi les gens allaient là où se disait qu'il n'y avait personne en réalité. Vous allez sur l'Aubrac, pour l'Aubrac, il y avait plein de monde. Bon, pour l'Aubrac, mais l'Aubrac, ça marche bien. C'est le territoire de France, il y a moins de chômeurs. Il faut faire attention, c'est un territoire qui marche très bien. Mais donc, si vous voulez, c'est ça qu'on a appris. Et toute cette idée du voyage local, c'est une question à travailler. C'est une question, je pense, que les professionnels ont un peu découvert. C'est-à-dire que pour les professionnels, vendre un voyage à 1h30 de voiture, ce n'est pas un voyage. Vous entrez dans une agence de voyage, on vous vend très rarement ce qui est juste à côté. Par contre, on va vous vendre le monde entier, dans tous les coins, à des prix défiant toute concurrence. Donc, il y a une vraie question, c'est-à-dire comment on vend le voisinage, comment à Toulouse ou à Bordeaux ou à Lyon, on va vendre effectivement le Lot et la Dordogne, comment ça va être affiché, etc. etc. Tout ça, c'est compliqué, mais si vous voulez, c'est des nouveaux objets, je crois, sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est-à-dire, quand je dis les gens ils veulent du local,
Oui, ben c'est bien ça que ça veut dire. Les gens, ils veulent de numérique, c'est bien ça que ça veut dire. Les gens, ils vont vouloir beaucoup plus d'écologie, c'est tout ça que ça veut dire. Dire que des territoires comme le vôtre, qui quelque part, on peut dire, ce ne sont pas des territoires très métropolitains, mais il faut qu'on construise des liens beaucoup plus denses entre, si vous voulez, pour dire les choses autrement, on a trop tendance, quand on est dans un territoire, à le gérer comme si c'était un stock de population. Il n'y a pas de stock de population en réalité. C'est-à-dire qu'il faut se dire dans un territoire, comment je suis tous les gens qui sont venus là. Vous voyez d'abord, c'est-à-dire par exemple, tous les lycéens qui sont lycéens à Cahors, il faut récupérer leur mail et toute leur vie, il faut que le conseiller général leur envoie des informations sur ce qui se passe dans le territoire. Un gamin qui a été au lycée de Cahors, peut-être un jour, à 40 ans, quand il sera à New York, il divorcera, et on va lui dire, mais tiens, on cherche un médecin là. Il va dire, mais c'est génial de revenir. Parce que dans les ruptures de la vie d'adulte, on revient souvent à l'origine. Donc, il faut suivre les gens. Il faut suivre les touristes. Quand un touriste vient dans un de vos équipements, il faut récupérer son mail. Tous les ans, on l'informe et on fait suivre son âge. Et quand il arrive à l'âge de la retraite, il reçoit un mail. Ah, vous êtes venu chez nous plusieurs fois. Si vous voulez prendre votre retraite, on va s'occuper de vous. On a un service spécialisé pour l'installation des retraités. Il y a des régions qui le font merveilleusement. Et vous êtes tous surpris, vous prenez votre retraite, car vous avez un mail. Ah, j'ai vu que vous avez pris votre retraite. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié qu'il avait vieilli, c'est pas très compliqué sur un petit programme. Et donc, le jour de sa retraite, il reçoit une information, ou même 2 ou 3 ans avant. Voilà, votre retraite, c'est dans 2 ans. Nous, on a un service spécialisé pour l'accueil des retraités. On peut vous montrer ce qu'on sait faire, etc. Je veux dire, un territoire, il faut arrêter de considérer que c'est un silo. Il faut considérer qu'il y a des flux qui s'y croisent. Ces flux, ce sont soit des gens du coin qui ont envie de partir. Il ne faut pas empêcher les jeunes de partir, mais il faut garder le lien. Un territoire rural comme le Lot et la Dordogne devrait construire des cités universitaires dans les grandes villes. Pourquoi est-ce qu'un gamin qui habite dans un village du Lot et de la Dordogne n'a pas droit à une chambre en cité universitaire financée par son département? Alors que s'il habite en ville, il part de chez ses parents, il prend le métro, enfin le tramway plutôt. Je veux dire, c'est absurde. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on est là pour gérer les flux? Le gamin qui va faire ses études. Alors si vous êtes malade, vous n'allez pas hésiter 5 minutes à aller dans les grands hôpitaux, hospitalo-universitaires si c'est grave. Ou si vous avez un cancer, vous allez vous faire soigner. C'est des fois un peu difficile, mais ça, c'est déjà fait. Mais même si vous voulez voir un club de première division, combien de communes imposent dans les transports scolaires que le jour de l'appel d'offres pour le transport scolaire des écoles, il y a une soirée par semaine où on doit amener les gamins en boîte de nuit, au théâtre ou dans un club de première division. Si vous l'avez mis dans l'appel d'offres, du coup, les gamins, ils prennent l'habitude d'aller et de sortir et de découvrir des choses, etc. Sinon, ils ont l'impression d'être enfermés et un jour, ils s'en iront en disant « ici, on s'emmerde », excusez-moi. Donc, c'est bien parce qu'on va permettre aux jeunes de circuler, parce qu'on va leur offrir des opportunités, qu'on va être attentif aux gens qui viennent. En ce moment, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont en train de se déplacer dans le territoire. Alors, soit on dit « ils nous envahissent, ils nous amènent le virus, c'est un scandale », on l'a entendu à un certain nombre d'endroits, soit on se dit « c'est des couples à de gros salaires importants, qui ont des compétences, comment on leur fait une place, comment on crée tout de suite des opportunités, etc. » Ça va être pareil pour les touristes, c'est-à-dire que, je veux dire, le touriste, d'abord, c'est un retraité de demain. Il ne faut jamais oublier qu'un touriste, en moyenne, il va avoir 25 années de retraite. Donc, potentiellement, si vous prenez le chiffre d'affaires, calculé en chiffre d'affaires, 25 ans, 2 salaires, la moyenne des retraites, ça fait 3 000 € par ménage, à peu près à 2. 25 ans à 30 000 € par an, ça fait un très gros chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on gagne un couple de retraités, on génère à peu près un emploi. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et si vous voulez, du coup, la dynamique du territoire, après, il faut être très précis, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si vous êtes à 3 heures d'une métropole, il ne faut pas jouer la carte de l'extra-métropolitain. Ce n'est pas vrai, c'est trop loin. Donc, il faut réfléchir au fait que les gens, ils vivent dans des modèles. La vie, elle dure, c'est par journée qu'on vit. 1 heure, 1 heure et demie de transport, aller-retour dans la journée, on peut le faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est possible. 3 heures, c'est impossible. Vous, de Cahors, si vous voulez aller à Paris, aller-retour dans la journée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la peine de se bâtir là-dessus. Donc, il faut faire des diagnostics territoriaux. Il faut être tout à fait honnête sur où on est vraiment. Et après, il faut se poser ce genre de questions. Non pas comment on garde les gens qu'on a, mais comment on anime l'ensemble de ces flux. Les flux des jeunes qui veulent partir et revenir, les flux des gens qui ont séjourné ici qu'on pourrait garder, les gens qui sont… Vous voyez, par exemple, à un moment, je conseillais le président du Club Med, et à l'époque, au bout de 5 ans, on n'envoyait plus les informations, on disait « il n'est plus client chez nous ». Moi, j'ai dit au président, j'ai dit « écoutez, vos clients, en moyenne, ils partent 5 fois par an pendant 70 ans. Ils font 350 voyages dans leur vie. Bon, 350 voyages, il ne peut pas venir au Club Med tous les 5 ans. Ce n'est pas vrai. Le mec qui vient tous les 10-15 ans, c'est encore un client. Donc, on va continuer à l'informer parce qu'il va revenir. Quand vous faites 350 voyages,
Bon, ben, le mail, vous allez peut-être, ceux qui en font, enfin moi je ne fais pas mon truc, mais je veux dire, c'est intéressant de se dire, oui, un client fidèle, la fidélité, alors je ne parle pas de la fidélité en général, même si dans nos sociétés c'est un vrai sujet, mais la fidélité commerciale en tout cas, ben, elle s'est énormément distendue. Un type qui n'est pas venu depuis 10 ans, il faut qu'on continue à l'informer de ce qu'on fait, y compris parce qu'il peut en parler autour de lui, même s'il ne vient plus. Ah, mais tu sais, j'ai passé des vacances de rêve dans le Lot, je me rappelle, c'était génial. Parce qu'on est tous toujours en train de raconter nos vacances. Les gens qui parlent le mieux d'un territoire, c'est ceux qui sont venus y séjourner en réalité. Ce n'est pas toujours les habitants. C'est compliqué, les habitants, parce que quelque part, eux, ils ont vécu des deuils, ils ont vécu des départs, ils ont vécu le fait qu'ils ont des copains qui sont partis, voire des enfants qu'ils voient plus souvent parce qu'ils sont loin. Et donc, au fond, ils en voient aussi les aspects plus négatifs. Donc, vous voyez, il faut faire attention, mais la mise en récit d'un territoire par ceux qui y sont séjournés, c'est votre principal outil de communication en réalité. Et donc, ce type, si vous continuez à l'informer, si par Internet, il reçoit des informations sur ce qui se passe, mais ces informations, elles doivent être dans sa culture, elles doivent être extrêmement écologiques, elles doivent être effectivement sur ces choses-là. Il faut lui dire, oui, tu sais, on a mis le haut débit, maintenant, c'est plus comme quand tu étais venu. Et bien après, il faut lui dire, voilà, maintenant, pour se chauffer, on a complètement modifié, on produit de l'énergie, on a mis des éoliennes. Alors, les éoliennes, il faut voir, on les met, mais je veux dire, sur toutes ces choses-là, c'est une des difficultés. J'avais vu ça au moment des 35 heures, où beaucoup de commerçants, d'hôteliers avaient râlé contre les 35 heures. Et moi, je leur disais, mais vous êtes suicidaires. Si à l'intérieur de votre entreprise, ça vous pose des problèmes, gardez-le pour vous, parce que pour les gens, les consommateurs, les 35 heures, c'est plus de clients pour vous. Mais si vous apparaissez comme des grognons râleurs, alors qu'ils sont vachement contents d'avoir les 35 heures, ils ne vont pas venir chez vous. Donc, en tant que professionnel qui voulait donner une certaine image, dites les 35 heures, c'est génial, venez chez nous. Après, en interne, évidemment, ça a un surcoût, donc ça pose des problèmes d'organisation. Mais il faut mélanger les deux. Voilà. Donc, si vous considérez votre territoire comme un lieu de flux, considérez votre territoire pas du tout comme un stock, considérez que si vous voulez, depuis la guerre, on a voulu être moderne, partout. Et dans les campagnes un peu reculées, comme on disait, profondes, on disait. Quand vous êtes campagne profonde, vous commencez à être mal barré là. Donc, si vous voulez, au fond, on s'est battu pour faire moderne. Les élus ont construit 63 000 ronds-points. C'est du délire. En Allemagne, il y en a 10 000, en Amérique, 5 000. Et on a mis des ronds-points, des voies rapides. Et puis après, comme les gens se rentraient dedans, on a mis des ralentisseurs. Tout ça, ça a consommé un pognon des départements absolument meurtriers, mais surtout, ça a cassé les paysages. Ça a détruit des sites. Et aujourd'hui, ce que les gens cherchent, est-ce que c'est un symbole de modernité? Non. Il faut commencer à détruire les ronds-points. Il faut remettre des arbres le long des routes. Il faut redonner l'esprit des lieux. C'est ça que les gens ils viennent chercher. C'est un endroit qui a du sens hérité, mais pas, si vous voulez, moi j'étais allé à Versailles exprès pour revisiter le jardin quand ils ont mis cette énorme structure de sculpture dans le jardin. Moi, ça ne m'intéressait pas la sculpture, mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée de la sculpture. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas voir que du patrimoine, parce que le patrimoine, c'est la création d'hier. C'est ce qui est resté de la création d'hier. Ça n'a pas été comme patrimoine, évidemment. Ça a été créé comme lieu d'innovation. Et ensuite, c'est resté, c'est devenu patrimoine. Et donc, il faut en même temps y mettre le patrimoine de demain. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va faire patrimoine pour demain. Si vous mettez 25 sculptures, il y en a 22 qui certainement vont être disparues, et les autres non. Et donc, la question, c'est comment on articule l'hypermodernité technique, scientifique, le haut débit, etc., et cet esprit des lieux. Comment on réussit ça? Et comment en même temps on n'est pas conservateur parce qu'on valorise l'esprit des lieux. Oui, on peut mettre des artistes, oui, on peut faire des séjours de peintres, tout ça, ça fait partie de la musique, etc. Alors en France, on est un grand pays des petits festivals. Est-ce que tout est bon? Est-ce que ça attire peut-être? Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas que la musique, je veux dire, il y a toutes les autres formes de création. Regardez toute la question des maisons en bois, regardez toutes les nouvelles manières de produire de l'énergie. Ça aussi, ça devient des phénomènes des destinations. Donc, comment on va se poser ces questions pour articuler l'esprit des lieux? Et là, vous avez un atout gigantesque. Vous êtes un territoire mémoriel, esthétique, avec une histoire. On peut en parler, on peut trouver des gens qui ont écrit dessus, on peut trouver une multitude de choses dans votre territoire. Mais effectivement, il faut le connecter avec les voies de la science et de la technologie, mais pas avec la mise en scène. Regardez la Vendée, par exemple. Ils ont partout mis des bâtiments modernes. L'autre jour, je leur disais, faites gaffe, hein, parce que peut-être qu'on ne va plus avoir envie de venir chez vous, parce qu'on n'a pas envie de ces éléments de modernité. C'est comme les supermarchés. Finalement, la livraison à domicile, est-ce que ça tue la petite épicerie? Mais pas du tout, il y a longtemps qu'elle est déjà morte. Ça tue le supermarché. Mais est-ce que c'est grave de tuer les supermarchés? Mais pourquoi c'est grave? Mais non, c'est horrible les supermarchés, des espèces de boîtes qu'on a mis à côté des routes, où il y a plein de nanas qui poussent des caddies sans se parler. Vous trouvez ça marrant comme endroit?
Je veux dire, on ne se parle pas, il n'y a pas de lieu de rencontre, il n'y a quasiment pas de mecs. Ben, franchement, c'est un objet extrêmement bizarre. Il y a des retraités et des mamans. Bon. Donc, si vous voulez, ce que les gens ils veulent aujourd'hui, c'est du local et de la livraison. C'est comme le télétravail. Où est-ce que je travaille dans le monde du travail? À quel endroit je dois me déplacer? Ben, j'ai ma maison, mon lieu de coworking, mon entreprise, et je suis là avec mon ordinateur. C'est un peu pareil que les produits qu'on livre à la maison. Donc après, qu'il faille réguler les livraisons, qu'il faille essayer d'être écolo, qu'il faille imposer des livraisons électriques, des voitures électriques, etc. Il y a un énorme travail à faire pour rendre effectivement ces modèles-là écolos. Mais le modèle en soi, il n'a rien de concernant. L'autre jour, j'ouvrais le congrès des pharmaciens, je leur disais, si vous ne livrez pas, dans 10 ans, vous n'existez plus. Vous savez pourquoi les gens viennent dans l'officine? Mais oui, mais ils sont toujours venus dans l'officine. Mais Amazon vient d'acheter des pharmacies et Amazon va envoyer les médicaments. Et pourquoi est-ce qu'il faudra que je me déplace chaque fois? Moi, je suis client chez vous, vous me connaissez, etc., comme les médecins, quoi. Mais après, quand je dois tous les mois être réactivé, en plus, si je suis vieux, si je suis malade, je peux aller chercher mon médicament alors qu'on pourrait me l'amener à ma maison. Pourquoi vous n'avez pas un coursier? Le pizzaiolo, il a un coursier et vous, vous n'en avez pas. C'est pareil pour les librairies. Je veux dire, il y a 32 millions de Français qui sont à plus d'une heure d'un lieu où on vend des livres. Bon, ben, est-ce qu'effectivement, la question, c'est la force d'Amazon, par exemple, sur le livre, je connais bien, j'ai une maison d'édition, c'est que quand un livre sort, ils le font passer dans un modèle économique. Et en voyant tous les livres qui lui ressemblent, qui ont déjà été sortis les dernières années. Et ils disent, où est-ce qu'on en a vendu? Et le livre qui va sortir, ils disent, ah, à Cahors, on va en vendre 4. Il est déjà arrivé à Cahors, le livre, alors même qu'il n'est pas encore en marché. Vous le commandez à Cahors, une heure après, vous l'avez chez vous. Parce qu'ils savent, par probabilité, qu'il va y avoir 4 clients. Parce que tous les livres qui ressemblent, il y en a eu 4. S'il y en a plus, tant mieux. Mais ils ont cette capacité, si vous voulez, à palper le marché. C'est pour ça qu'ils nous piquent de l'information tous les jours sur nos cartes bancaires, etc., pour savoir exactement ce qu'on consomme, la couleur des jupes des dames, la taille des coiffures, etc. Et donc, cette intelligence-là, il faut la voir comme une amélioration de la qualité de service, mais évidemment, après, il ne faut pas se laisser dominer par ces outils-là. Et donc, effectivement, se poser la question de comment on garde la main là-dessus, comment est-ce qu'effectivement on peut localement créer ce genre d'activité, comment est-ce qu'on peut livrer des choses qu'on ne livrait pas. Les gens adorent se déplacer, par exemple, pour aller sur une ferme, parce que là, ils vont rencontrer l'homme qui a produit les biens. Il y a des tas de mairies, par exemple, qui ont acheté des fermes. En ce moment, c'est un mouvement important en France, que des mairies achètent des fermes pour nourrir les écoles. Ben, c'est génial. Prenez Montsartou, en Provence, ils ont acheté leur ferme, ils ont 2 salariés, ils nourrissent les écoles et les collèges, les enfants viennent sur la ferme, on leur explique pourquoi ils vont manger des choux parce que c'est la saison des choux, on leur montre ce que c'est qu'un chou, etc. Et après, ils mangent des choux à l'école, c'est les choux qui sont là, qui sont bio, etc. Et ça fait 2 emplois, une petite exploitation qui marche très bien. Donc l'idée, si vous voulez, que tout ça, la question de qu'est-ce qui se déplace, comment dans un monde numérique on déplace les objets et les individus, c'est plus la même façon que hier. Et ça, évidemment, le tourisme, ça va nous impacter parce que, je veux dire, ce qui est fantastique dans le tourisme, c'est que l'humanité est en train de se réunifier. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a 1,5 milliard d'hommes qui visitent les autres pays que les leurs, d'un point de vue de l'histoire humaine, c'est fantastique. Il y aura bientôt 2 milliards, 3 milliards. En France, par exemple, il y a 60% des Français qui partent en vacances, donc qui voyagent. Et puis, il y a effectivement 100 millions, 80 millions d'étrangers qui visitent le pays. Mais non seulement ils visitent, ils consomment, mais après, ils vont aimer la France, ils vont consommer français, ils vont acheter des vins français, ils vont acheter des voitures françaises, ils vont acheter des auteurs français, des peintres. Et donc, si vous voulez, tout ça, on ne peut plus séparer tout ça. Après, le gros problème, et c'est là, je m'arrête là-dessus, mais ce qui est intéressant maintenant dans ce qui se passe, c'est pour ça que je parle de l'année zéro du tourisme, c'est qu'on se rend compte que ce qui a manqué à ce tourisme, c'est une mode de régulation. Quand on voit des énormes bateaux dans la baie de Venise, c'est un pur scandale, parce qu'il n'y a aucune raison, mais c'est parce que le mec qui a le bateau est tellement plus puissant que les habitants de Venise, que tout le monde sait que c'est une connerie d'avoir cet énorme bateau qui vient écraser la ville, mais personne n'a le rapport politique pour lui refuser. Bon. Quand on voit certains quartiers où les Airbnb trustent tout l'habitat, où ça devient inhabitable, parce que les gens d'Airbnb, si la conciergerie est mal faite, ils font du bruit. Ils louent pour faire une fête, ils empêchent tout le monde de dormir. Quand vous louez un truc de jour, vous n'êtes pas très sensible au bien-être des voisins. Donc, effectivement, ça nécessite qu'il n'y ait pas du Airbnb 20 dans un immeuble de 30 logements, sinon c'est inhabitable. Donc, tout ça nécessite de la régulation, de l'organisation, ce qu'on n'a pas fait sur les GAFA non plus. On a laissé les GAFA comme si c'était un nouvel espace de liberté. Oui, c'est un espace de liberté, mais ça permet à tous les connards, tous les fascistes, d'envahir le monde avec des mots idiots, etc. Donc, si vous voulez, ce monde de mobilité, il ne faut pas le casser, il faut le réguler. Et je pense qu'il faut qu'on se dise tous, on a une année blanche, ça va être dur pour survivre,
mais c'est un moment de repenser ce qu'on a fait, de repenser l'accueil, de repenser les bienfaits de se croiser et de se demander aussi quel est le contenu culturel des séjours qu'on offre. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est les gens sont souvent plus satisfaits d'un séjour si à côté il y a un golf ou s'il y a un château, un monument historique. Alors on leur dit, mais tu es allé jouer au golf? Ah non, mais j'aurais pu. Et tu as vu le château? Oh, je ne l'ai pas visité, j'aurais pu. C'est ça les vacances. C'est le fait que j'aurais pu le faire. Dans la vraie vie, on ne le fait pas forcément. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour obliger les gens à jouer au golf. Mais par contre, on augmente leur sentiment de liberté s'il y a des choses possibles qu'ils n'ont pas fait. C'est pour moi la quintessence des vacances, c'est ce j'aurais pu le faire. Et si vous voulez, et là, alors que le reste de l'année, j'aurais pas pu. Là, j'ai la liberté de le faire. Oui. Allons-y. Une question, Jean. On se demandait, vu tous les changements, est-ce que les gens vont continuer déjà à se déplacer et à voyager en groupe? Je ne sais pas quelle est la réponse pour demain. Et s'ils le font, est-ce que les agences qui aujourd'hui sont à la peine quand même auront encore de la matière à proposer? Et est-ce que les gens auront envie d'aller préparer leurs vacances dans des agences demain? Moi, je pense que là-dessus, la machine va mettre 2-3 ans à redémarrer, mais c'est tellement génial que ça va redémarrer. Moi, je pense, vous voyez que, par exemple, l'aviation, en ce moment, ils travaillent beaucoup sur des avions non polluants, à hydrogène ou autres. La question, c'est, on est avec le réchauffement climatique dans une course de vitesse extraordinaire qui est plus rapide que les innovations technologiques. On peut prendre l'exemple du glyphosate, pour le désherbant, c'est la même chose. On sait qu'il ne faut plus le faire, que c'est toxique, mais on n'a pas la solution technique. Donc, comment on fait? Ou alors, il faut travailler beaucoup plus à la main. On sait le faire, ça, on sait désherber à la main, ça, on sait faire. Mais bon, on n'a pas forcément envie de le faire. Et d'ailleurs, ceux souvent qui conseillent de le faire, quand ils sont allés pendant la pandémie dans les fermes, et au bout de 2 jours, ils sont rentrés chez eux, parce que c'est un métier d'une dureté extrêmement incroyable. Donc voilà, je pense qu'en gros, les processus de voyage, les grands processus, moi, je pense que ça va reprendre parce qu'il y a encore plein de gens qui n'y ont pas accès. Et que depuis l'invention du tourisme, chaque fois qu'on a inventé une pratique nouvelle, on a d'abord inventé la mer du Nord, après on a inventé la Méditerranée, après on a inventé le ski, après 1945, on a inventé les festivals, après on a développé les résidences secondaires, après on a fait Euro Disney, les grands lieux comme ça, et après on a développé le tourisme urbain, mais chaque fois, on a continué les pratiques d'avant, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Il n'y a pas de changement. On ne change pas d'un projet de consommation à un autre projet de consommation, parce que sans arrêt, il y en a de nouveaux clients qui arrivent, parce qu'on est au début d'une façon de vivre l'humanité qui se partage avec des guerres, des conflits. Je pense qu'une partie du terrorisme est liée au tourisme. Il y a des gens qui ont le droit de voyager, il y a des gens qui n'ont pas le droit. Mais ce n'est pas votre problème principal chez vous. Moi, je pense que, vous voyez, des deux côtés de la Méditerranée, il y a un problème énorme, parce que nous, on a le droit d'aller visiter le Sud, et le Sud n'a pas le droit d'aller visiter le Nord. Comment vous voulez être bien accueilli par des gens et qui vous interdisent de venir visiter votre pays? Ça n'existe pas. Normalement, le propre du tourisme, c'est l'échange, c'est l'accueil. Donc, si quelqu'un vient chez vous, c'est normal qu'il puisse venir chez vous, c'est normal que vous pouvez le laisser chez lui. Et ben, bon, en Méditerranée, on voit bien que du coup, la ligne du terrorisme, elle est quand même là. Mais vous, ce n'est pas votre problème principal. Là où vous êtes sur un marché d'abord français, et ensuite essentiellement européen. Donc, je veux dire, ne nous trompons pas d'objectif. C'est comme le fait qu'avec cette pandémie, il va y avoir 1 million de pauvres en plus. C'est une question sociale absolument terrible. Mais d'un point de vue, j'allais dire, du marché touristique, quelque part, ça ne nous concerne pas parce que de toute façon, ils ne partent pas en vacances. Donc, se poser des questions de solidarité et tout, c'est une excellente chose, mais ce n'est pas ça qui va impacter directement l'équilibre économique des entreprises dont on est en train de parler. Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Par contre, effectivement, s'occuper de lutter contre la pauvreté ou avoir des positions extrêmement sociales, notamment avec les intermittents dans le du tourisme et tout pour les protéger, c'est un enjeu absolument essentiel. Mais ce n'est pas ça qui va faire que le tourisme va redémarrer dans nos territoires. Merci Jean Viard. Je peux aussi me faire un petit peu le porte-parole de quelques commentaires. Quel nouveau service dans donc, le département du Lot, les prestataires touristiques du Lot, pourraient-ils proposer dans une échéance assez courte finalement pour se préparer là à 2021? Mais, si vous voulez, j'ai parlé des coworking. Pour moi, c'est le grand sujet, ça va être effectivement de comprendre qu'on est rentré dans la révolution numérique et que là, il y a énormément à faire et ce n'est pas extrêmement coûteux. Le haut débit et le coworking, c'est absolument essentiel. Ça, c'est une chose qui me semble absolument évidente.
Bon, ça, c'est un élément. Après, si vous voulez, je ne sais pas, moi, ce n'est pas à moi de faire les politiques publiques et de savoir quelle peut être la politique du département. Moi, si j'étais département du Lot, je commencerais par construire des CDU dans les villes. Pour moi, c'est le premier problème. Il y a de montrer qu'on a compris qu'on gère des flux, ce n'est pas des stocks. C'est toute la question. Faire comprendre qu'on gère des flux d'humains et on ne gère pas des stocks d'habitants parce qu'ils votent. Et regardez à Paris, comme c'est triste de se dire qu'effectivement, on dirait que la ville de Paris est faite pour les Parisiens en ce moment. La ville de Paris, il y a 2 millions de gens qui y habitent, mais il y a 10 millions de gens en Île-de-France, et la ville reçoit chaque année des dizaines de millions de provinciaux et d'étrangers. Au fond, la ville, c'est nous qui la faisons. Si on n'allait plus à Paris, mais en 3 mois, ils sont morts. D'ailleurs, avec Calvar en ce moment, quand on circule en France en ce moment, on voit un monde sans touristes. C'est ça qu'on voit en ce moment. Parce que ce qui a disparu, c'est le tourisme. Et du coup, effectivement, un monde sans touristes, c'est un monde triste et c'est un monde ennuyeux. Et je crois que ça, il faut le dire, ce qui rend les villes vivantes et les territoires vivants, aujourd'hui dans nos sociétés, c'est ceux qui viennent le visiter et qui se mettent en contact avec ceux qui y habitent. On peut peut-être signaler, on a aussi des commentaires sur le manque d'accès au débit dans notre département, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, bien sûr, Voilà. absolument. Après cette crise, là où il n'y a pas de haut débit, on va souffrir. Donc les départements, s'ils ont un endroit où ils doivent mettre leurs énergies, c'est pour accélérer le haut débit, c'est absolument vital. Rappelez-vous, puisqu'on a parlé de Giscard d'Estaing, la grande révolution de Giscard d'Estaing, c'est d'avoir généralisé le téléphone. Parce qu'avant, on n'avait pas de téléphone. Il y avait peu de gens qui avaient le téléphone. Et il a dit, c'est plus possible, tout le monde doit avoir le téléphone. Et on s'est mis à avoir le téléphone. Ben, c'est exactement pareil avec le haut débit. Dites-vous bien que le haut débit, parce que le haut débit, ça permet aussi à l'artisan local de vendre ses produits, ça permet aux paysans de vendre d'expédier ses productions. Je veux dire, le haut débit, c'est devenu, si on dit que le numérique est devenu le lien premier, le haut débit, il faut arrêter les ronds-points, il faut arrêter les voies rapides, il faut d'abord faire du haut débit. Un rond-point, c'est entre 500 000 € et 2 millions. En sortant là, autour de chez vous, calculez le chiffre d'affaires, le budget investissement rond-point par rapport à ce qu'on aurait pu faire en investissement haut débit. Oui, une question. Alors, pourquoi les gens ils viendraient plus dans le Lot qu'ailleurs? Vous savez, d'abord pas plus. C'est pour ça que je vous ai dit, le tourisme, c'est un phénomène en expansion. Donc, il ne faut pas se dire qu'ils iraient plus dans le Lot qu'ailleurs, mais c'est parce qu'il faut leur donner un imaginaire du fait que c'est un territoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience. Je dirais que visiter la Dordogne, visiter le Lot, c'est une expérience extraordinaire. Mais il n'y a pas que vous. Hein. Moi, par exemple, je suis un grand client de l'Aubrac. J'adore l'Aubrac. Bon, j'y vais tous les ans, mais je ne vais pas que dans l'Aubrac. Je m'arrête aussi en Saintonge tous les ans. Je m'arrête dans la vallée de la Loire. Je veux dire, voilà. Donc, pendant longtemps, j'allais à Sarlat. Enfin, c'est pas exactement chez vous, mais c'est juste à côté. Donc, si vous voulez, les gens qui viennent chez vous, il y a beaucoup de ces gens qui en fait circulent dans différents territoires. Il n'y a pas tous. Il y a pas tout. Il y a des gens qui viennent chez vous. Ils vont que là. C'est des monodestinations, mais il y en a beaucoup, chaque année ils hésitent entre différentes choses, et puis ils reviennent. Et ils reviennent parce qu'il y a des loges sympathiques, parce qu'il y a un bon camping, parce qu'ils peuvent pêcher. Je veux dire, les gens n'ont pas un seul modèle. Ce qu'ils veulent partout, c'est rencontrer, avoir des liens humains le plus authentiques possible, dans l'idée qu'ils ont chacun. L'autre jour, on me disait, je ne sais plus dans quelle émission, oui, qu'est-ce qui te prive? Je dis, ben moi, c'est la librairie, mais mon copain, c'est le pastis au bar. On n'a pas le même modèle, quoi. Et les deux sont aussi importants. Je suis pas, lui, c'est la librairie, c'est pas trop son truc. Moi, le pastis au bar, je lui passe de temps en temps, mais c'est plutôt pour montrer que je snob pas, quoi. Je veux dire, spontanément, j'irai pas. Bon, donc voilà, c'est un peu la même question. Il y a pas, chaque client est unique et chaque destination est unique. Et je veux dire, il faut mettre en valeur l'unicité du lieu. Ce qui fait qu'on va à un endroit, c'est qu'il est unique. Et en même temps, le propre du touriste, c'est qu'il va de lieu en lieu. Et donc, il compare les lieux. Et donc, il est à la fois dans la comparaison entre des lieux totalement uniques. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en valeur, de construire un récit. Le pire des choses en ce moment, c'est la standardisation. C'est les villages qui sont obligés de mettre des pierres blanches partout. C'est le fait qu'on tue l'esprit des lieux, soi-disant pour le moderniser. Mais c'est totalement, c'est suicidaire, quoi. Parce que si partout je rencontre les mêmes pierres, les mêmes bancs,
et les mêmes. Mais non, si vous voulez mettre des bancs, demandez à un artisan du coin de les fabriquer, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le problème, c'est de renforcer l'unicité du lieu en utilisant les mains de ceux qui y habitent. Et si chaque lieu se standardise, à un moment, il n'y a plus aucun intérêt à y venir. Et ça, c'est regarder le nombre de villes qui se sont standardisées d'une façon extraordinaire. Leur mobilier urbain, la piétonisation, etc. Moi, je suis très pour la piétonisation des villes. Vous voyez, moi, je me suis occupé de la piétonisation du Vieux-Port à Marseille, qui était un de mes vieux rêves enfantins. J'ai dû jusqu'à me faire élire vice-président de la communauté urbaine, parce que personne ne voulait s'en occuper. C'est fait. Mais j'ai surtout pas fermé aux voitures. J'ai dit ça, on va laisser un peu des voitures. On va faire un lieu de vie. Il y a des gens qui viennent à pied, il y a des gens qui viennent en vélo, il y a des vieux qui viennent en bagnole. Il faut qu'on ait ce mélange, ce métissage des populations et des usages. Et si vous voulez, c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Créer des lieux uniques, créer des objets uniques. Regardez ce qui s'est fait à Nantes. Ils ont mis complètement la ville en scène à travers Voyage à Nantes. Ils ont demandé à des artistes de construire les vitrines des magasins. Vous allez à Nantes, vous avez des boucheries qui sont faites par des artistes, vous avez des bars qui sont faits par des artistes. C'est-à-dire que l'œuvre artistique, elle devient un objet du quotidien. Un magasin, ça peut être fait par un artiste ou par un jeune architecte qui débute. Ça peut être son projet d'école et après, on le fait vraiment. C'est-à-dire, si vous voulez, plus on crée des objets uniques, plus on attire, en fait. Alors, il y a ceux qui sont hérités, c'est-à-dire le patrimoine, mais le patrimoine, c'est l'innovation antérieure, des générations anciennes, qui a été conservée. Et puis, il y a nous, le patrimoine qu'on fabrique, c'est-à-dire comment on fabrique des choses uniques dans ce territoire. Mais ça peut être aussi des choses uniques alimentaires, ça peut être des cuisines véganes pour ceux que ça intéresse, ça peut être le respect de la vie animale, parce que les gens, ils seront de plus en plus sensibles, et donc, dans les exploitations agricoles, effectivement, que les animaux soient traités autrement. Il y a tous ces enjeux qui deviennent des enjeux de société qu'il faut pouvoir mettre en scène et mettre en avant. Et alors, on a une autre remarque assez intéressante ça également. Aujourd'hui, le touriste français voyage en France, d'accord? Parce qu'il ne peut pas tellement faire autrement. Cette année, oui. Cette année. Mais est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou est-ce que dès qu'il pourra repartir, il repartira? Historiquement, il y a à peu près 60% des Français qui circulent en France avant déjà, hein. Et une grosse partie de ceux qui sortaient de France, c'était pour aller dans des pays moins chers où c'était moins cher, notamment en Méditerranée. Il y avait l'Espagne à un moment et la Méditerranée. La règle de base du tourisme, c'est qu'il va là où c'est le moins loin en termes de transport pour trouver son objectif. Si vous voulez chercher la mer, si vous êtes Marseillais, vous n'allez pas aller en Bretagne. Si vous êtes Bordelais, vous n'allez pas aller sur la Côte d'Azur. Parce que vous avez la mer dans les Landes, etc. Parce qu'au fond, si vous voulez, ça se parle des vacances. Là. Les vacances, c'est ça le modèle. C'est effectivement, moi je veux aller à la campagne. Bon, où est-ce que j'ai de la campagne sympa? C'est pas la peine de faire 2000 km si je peux en faire que 200. Bon, la mer, c'est la même chose. Après, il y a le voyage. Mais le voyage, c'est autre chose. Le voyage, c'est ce qu'on fait souvent avant d'être en couple et après être en couple. On fait New York, on fait Chicago, on va à Moscou. Bon, ça, à chaque fois, on fait des voyages de quelques jours. Bon, et au fond, on construit sur la planète des lieux qu'on connaît, qui vont réfléchir avec ce qu'on a lu, les tableaux qu'on a vus, etc. Mais le cœur du processus touristique, ce sont des séjours de vacances qui durent plus ou moins longtemps suivant les années. Dans les milieux populaires, vous avez en gros 30% des Français qui partent en vacances tous les ans et qui souvent ont accès à des résidences secondaires. C'est les populations les plus aisées. Ils partent 5-6 fois par an. C'est une partie des populations. Vous avez 30% des gens qui partent jamais. Et vous en avez 30% au milieu, les gens qui gagnent 1400, 1600, dans ces revenus-là, disons des couples qui sont en dessous de 3000 euros ou autour de 3000 euros. Eux, ils vont réduire leur séjour en fonction de la fait qu'ils aient un peu de pognon ou pas, ils changent la voiture ou pas, en fonction de la durée. Une fois qu'ils sont partis, ils vont continuer à partir. Mais au lieu de faire 15 jours, ils vont faire une semaine. Ils vont faire 10 jours, ils vont gratter 3 jours. Bon. Et donc, si vous voulez, on a ces différentes populations et ils n'ont pas les mêmes enjeux parce qu'il y a ceux qui partent jamais. On peut se poser la question de comment on les aide à partir un peu plus. Bon, mais c'est parce que c'est des populations à très faible revenu, mais ils peuvent éventuellement ne pas aller très loin. Vous voyez, moi, j'avais travaillé avec la Fondation Vacances Ouvertes qui avait créé Edmond-Mer. On faisait partir des gens, les gens, ils arrivaient avec leurs affaires dans un sac de supermarché. Le premier objet du voyage, c'est le sac. Il y a des gens, ils n'ont pas de sac. Ils partent jamais, ils n'en ont pas besoin. Il y a 16% des Français qui n'ont jamais découché. Ils n'ont pas de sac, ils n'ont pas de valise, ce n'est pas la peine. Donc, eux, leur premier objet, c'est le sac en plastique du supermarché pour quand vous leur proposez un mode de voyage. Mais vous, votre cœur de cible, c'est quoi? C'est les gens, effectivement, des 30% des gros consommateurs, comment vous faites pour qu'ils viennent plus souvent? Et puis, ceux du milieu,
effectivement, qui sont des consommateurs. Alors, ils vont plutôt aller vers la mer et plutôt aller effectivement vers Euro Disney, etc., parce qu'ils ont une image des vacances qui est un peu différente. Donc, mais comment vous allez essayer, là, de gagner un peu des parts de marché? Il faut avoir ces différents publics. Et puis après, vous avez les lieux d'émission. Il faut se dire, les gens qui sont à 3-4 heures, ils viennent plus facilement chez moi que ceux qui sont à 5-6 heures. Souvent, vous voyez, moi, quand à un moment, je conseillais un peu la mairie de Marseille, on était tout le temps présent au salon de Tel Aviv, tout ça. Je leur disais, mais c'est génial, mais pourquoi vous n'allez jamais à Lyon? Parce qu'il y a plus de Lyonnais qui peuvent venir visiter Marseille que d'habitants d'Israël, quoi. Et c'est pareil pour Genève. Je veux dire, Genève, c'est pas loin. Alors, bon, on n'a pas fait l'autoroute de Gap, ce que je déplore, mais si vous voulez, il faut toujours se dire, les lieux d'émission, c'est d'abord les gens qui sont à côté. Et puis, petit à petit, on va de plus en plus loin. Il faut faire attention, en France, on pense tout à travers Paris. Mais Paris, si vous voulez, les malheureux, ils n'ont ni la mer, ni la campagne, ni la montagne. Alors, forcément, ils vont loin, les Parisiens. Mais il n'y a qu'eux. Les autres, on n'a pas de raison d'aller loin si on a tout à portée de la main. Vous, chez vous, vous allez plus probablement aller skier dans les Pyrénées que dans les Alpes. Et de même que moi qui habite, j'ai les pistes de ski des Alpes à 2 heures de chez moi, j'ai plutôt skié là que dans les Pyrénées. Donc la proximité reste un élément absolument central d'un territoire qui doit se valoriser en montrant effectivement, c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire, parce que des fois vous échinez à valoriser un territoire, et puis la ville va s'entourer d'un périphérique avec des supermarchés tout autour. Les entrées de ville en France, c'est un truc à faire fuir le touriste jusqu'au fin fond du Japon. Hein. Je veux dire, la plupart des entrées de ville, c'est une catastrophe. La beauté, ça doit être quelque chose de continu. Quand je voyage, je dois voir des choses belles tout le temps. Les gens, ils vous racontent toujours, ils vous disent « Ah, c'était magnifique ». Mais alors, je suis passé à côté d'une décharge à ordures monstrueuse. Et c'est ce truc, cette bordille, comme on dit à Marseille, ils vont vous parler de ça. Ils vont vous parler de l'usine en ruine. Ils vont vous parler d'une construction horrible. Et vous allez vous échiner à faire un paysage magnifique. Et c'est le truc dégueulasse qui va faire le souvenir. Oui. Autre remarque par rapport à l'espace rural qui est plébiscité en ce moment, est-ce que l'authenticité, la nature, le grand air dont on parle aujourd'hui, c'est un effet de mode ou est-ce que ce sera une vraie tendance durable? Vous savez, Paris a perdu 59 000 habitants ces 10 dernières années. Ça veut dire que les grandes métropoles sont déjà en train de se dépeupler. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de gens qui vont y travailler. Ils n'y habitent pas. Parce que quand on dit Paris a perdu 59 000 habitants, ça veut dire aussi qu'il y a tous les nouveaux qui ne sont pas arrivés. Parce que normalement, Paris aurait dû s'agrandir. Bon. Donc, le mouvement, il va être ça. Il va être des moteurs économiques qui sont déconnectés des moteurs où on a envie de vivre. Les villes sont faites pour les célibataires, elles sont faites pour la rencontre, elles sont faites pour les amours. Elles sont souvent faites aussi quand dans le milieu de vie, quand on change de partenaire, on retourne en ville parce que parce que la campagne pour se rencontrer, c'est un peu plus compliqué. Et puis les villes sont souvent des lieux de fin de vie parce qu'on va être pas loin d'un bon hôpital. Donc on a des séquences comme ça dans les rapports au territoire. Et si vous voulez, comme un Français sur deux ne vit pas dans son département de naissance, sans compter qu'il n'y a que 10% des gens qui vivent dans leur commune de naissance, en fait, la population, elle se déplace en fonction de ses objectifs. Les jeunes vont vers les villes. Parce que les villes, c'est les lieux de la rencontre, jusqu'à 30 ans. Moi, je dis, on est adulte à 30 ans. Le premier bébé, c'est 30 ans et 3 mois, et le premier CDI, en moyenne, c'est 29 ans. Donc, en moyenne, à 29 ans, on a le CDI, à 30 ans, on a le bébé. Excusez-moi d'être un peu mathématique, mais bon, si vous avez calculé, vous voyez à peu près l'écart. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'on a une vie de jeune, après, on a une vie de couple. Cette vie de couple, dans les grandes métropoles, un mariage sur deux se défait avant 5 ans à Paris. Donc là, on est dans des vies complètement discontinues parce qu'il y a une opportunité de rencontre telle, etc. Donc, par contre, la plupart des couples quittent Paris au moment du premier enfant, ou en tout cas quand ils veulent le deuxième. Et si vous voulez, on a comme ça des phénomènes de génération. Et puis, il y a une partie des retraités qui veulent mener une vie culturelle, aller au spectacle souvent, etc., qui peuvent aller vers les métropoles en fin de vie, ou alors aller vers la campagne parce qu'ils aiment la pêche, la chasse, les parties de belote, toutes ces activités, les parties de boules et tout. Et donc là, ceux-là, ils vont aller vers des pôles ruraux. Donc, mais tout ça, il faut le penser comme des trajets. Et comment on fixe aux différents moments ces populations, comment on les suit, comment ce qu'ils ont vécu. Il faut se dire qu'une bonne partie des gens qui prennent leur retraite, ils vont là où ils se racontent qu'ils viennent, où l'un des deux membres du couple se dit « moi j'étais breton », etc. Et les autres, ils vont là où ils ont eu leurs meilleurs souvenirs de vacances. Où est-ce qu'on a eu des vacances géniales? Ah, tu te rappelles, dans le Lot, c'était vachement bien. Putain, on est allé 3 fois, c'était génial. Ça, c'est 2 types qui vont venir y passer 25 ans et y dépenser un paquet de fric. Oui, encore une chose. Tout à l'heure, vous parliez des jeunes qui vont de plus en plus dans les métropoles. Les métropoles, on sait que les jeunes, de plus en plus, n'ont pas de voiture parce que d'abord, ça coûte cher, il faut la garer.
Et par contre, ces jeunes, à un moment, ils veulent aller en vacances. Dans des régions comme nous, sans voiture, c'est difficile. Pour s'en procurer une en plein été, c'est encore plus difficile. Les moyens de transport ne sont pas développés du tout. Donc, en fait, la mobilité, elle est quand même relativement faible. Comment on pourrait faire pour leur proposer des services? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut avoir… Ce que vous dites est vrai, et en plus, c'est de plus en plus difficile de les voler, il faut le dire aussi, parce qu'il y a des systèmes de sécurité, donc ce moyen de se déplacer ne peut plus se généraliser. Mais si vous voulez, non, c'est vrai ce que vous dites et c'est faux. C'est-à-dire que le nombre de gens à 34 ans qui a le permis de conduire n'a jamais été aussi élevé. Parce qu'on oublie qu'avant, il y avait plein de gens qui ne passaient pas le permis parce qu'ils étaient trop pauvres. Et donc, si vous voulez, quelque part, ne pas passer le permis, c'est presque devenu un truc de bobo. C'est-à-dire que, quelque part, c'est écolo, machin et tout, alors que dans les milieux populaires, on est presque à 100% du permis, y compris dans les populations les plus fragiles, des banlieues, etc., où la voiture est un enjeu majeur de liberté. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce que vous dites est vrai pour une petite partie de la population, et c'est vrai qu'il y a des jeunes ruraux qui n'ont pas le permis. Dans mon entreprise ici où je suis, j'ai 2 salariés qui n'ont pas le permis. Je leur dis, mais t'as vu où on habite? Ouais, mais bon. D'accord, après tout, ils font comme ils veulent. Bon, donc ça c'est une chose importante. Donc, si vous voulez, oui, mais par exemple, où sont les territoires qui ont construit des pistes, ne fût-ce que des pistes de vélo pour aller dans les lycées? Combien il y a de lycées qui ont un système de pistes cyclables pour que les jeunes puissent y aller, peut-être avec des vélos électriques, de façon autonome? Il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire, si vous voulez, le problème, c'est que c'est petit que tout ça, ça se construit. Donc, les systèmes nouveaux de mobilité, ils sont aussi des vrais problèmes dans les campagnes. Donc, je prends cet exemple parce que moi, ça me frappe toujours. Tous les lycées devraient avoir des pistes cyclables qui arrivent de tous les côtés. Surtout que dans les campagnes, il y a toujours différents systèmes de chemins. Il y a eu les chemins d'une époque, puis d'une autre, etc. On sait tous qu'il y a toujours des vieux chemins, etc. Donc, je dis ça parce que après il n'y a pas de solution. Mais il y a des endroits où on récupère les vieilles bagnoles. Il y a des associations qui entretiennent, qui récupèrent les vieilles voitures et qui les louent quasiment pour rien. Il y a plein. L'intérêt d'ailleurs, c'est autant de réparer la voiture ensemble que de rouler avec. Donc, si vous voulez, tous ces outils-là, il faut les intégrer dans notre culture. On ne va pas mettre des trains partout. On ne va pas mettre des bus partout. On a inventé Airbnb, comme on a inventé effectivement les trucs il y a plus on fait plus d'autostop parce qu'on utilise les systèmes numériques. C'est hyper génial. On peut aller partout avec ça. Peut-être d'ailleurs qu'il faut arrêter certains transports publics et aider beaucoup plus Blablacar et des structures comme ça. Il vaut peut-être mieux financer des transports dans Blablacar. Il y a des entreprises qui financent le chauffeur qui amène un copain au bureau. Je veux dire, parce que c'est moins con de lui filer 5 € par jour qu'effectivement d'avoir une deuxième bagnole. Donc, tout ça, on se dit, les outils, on les a déjà. Les voitures, on en a beaucoup trop. Le problème, c'est qu'on s'en sert quasiment jamais. Et donc, la question, elle est beaucoup plus de dire comment tout ça, on l'utilise. Comment, regardez les sociétés. Moi, mes fils utilisent qu'un truc que je trouve génial. Ils arrivent dans un aéroport ou dans une gare et ils ont un numéro de bagnole sur le parking. La clé est cachée sur la roue avant. Et effectivement, ça leur coûte quasiment rien. Et le mec, il économise le parking parce que la voiture roule. Je prends cet exemple parce que la question, elle est comment on utilise ces objets qu'on a déjà. Alors que nous, on va dire, bon, on va faire plus de trains, on va faire plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas renforcer les trains, je veux dire, mais il y a une tendance à ne pas se dire, attendez, on a des tas de voitures qui ne roulent jamais. Comment on fait qu'elles roulent plus? Aujourd'hui, nos voitures, on a souvent des petites voitures auxquelles on n'attache pas. On peut très bien avoir une voiture qu'on aime beaucoup pour une raison quelconque, mais c'est souvent devenu un objet un peu technique qu'on peut assez facilement prêter ou louer ou faire monter quelqu'un dedans qui n'est pas un intime. Donc tout ça, si vous voulez. Moi, je crois beaucoup plus à ces systèmes d'échange, à ces systèmes de prêt, à ces groupements associatifs de gens qui se prêtent leur bagnole. Ça, je crois que dans nos territoires ruraux, surtout qu'on a toujours besoin de la même bagnole. Il y a des fois, vous avez une camionnette parce que vous allez chercher des briques ou parce que, je ne sais pas, vous amenez votre chien. Puis d'autres fois, vous avez besoin d'une petite bagnole pour déplacer. On ne va pas tous avoir 4 bagnoles. Donc, si vous voulez, sur tout ça, la mise en commun, un outil sur lequel on doit beaucoup réfléchir. Y compris, d'ailleurs, regardez, vous avez des Airbnb où vous utilisez la bagnole du propriétaire. Il vous laisse la voiture avec l'appartement. Parce que lui, il est parti ailleurs. Donc, je veux dire, c'est des modèles qui me semblent extrêmement intéressants. Il me reste 5 minutes. Alors, on a une question par rapport à l'expérience client. Voilà, on parle beaucoup d'expérience client. Doit-on axer notre communication sur cela? Le client veut de l'unique, du personnalisé, du sensationnel, mais cela ne fausse-t-il pas les relations? L'expérience client doit-elle être au cœur de notre stratégie de développement? Oui, mais ce qui est vraiment unique, c'est la qualité du lien que vous avez, vous, avec votre client en réalité. Je veux dire, la vraie expérience client, c'est la qualité des rapports humains.
qu'on a avec le type qui est en séjour. Moi, il m'arrive, il y a des restos, j'y vais parce que j'adore le restaurateur. C'est pas toujours pour sa cuisine, je veux pas donner de nom, mais il y en a, je trouve que c'est un peu limite. Je sais, il y en a un ou deux, je sais il y a un plat que je trouve comestible. Je prends toujours le même parce que je trouve que franchement, il sait pas cuisiner. Mais après, il est adorable, son resto est sympa et tout. Donc, je veux dire, l'expérience client, pour moi, c'est l'accueil. Vous savez, c'est des métiers, le tourisme, où c'est des hommes qui rencontrent des hommes. Et c'est ça qui est génial dans ce métier. C'est qu'effectivement, dans les autres métiers, il y a plein de gens qui travaillent sur des objets, ils rencontrent personne. Bon. Même la caissière de supermarché, elle a été toute surprise pendant la pandémie parce que d'un coup, on lui disait bonjour, quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui ne lui parlent même pas. Bon. Nous, on échange des gens, on échange des sourires, on échange des informations. Et se dire qu'on est au cœur d'un métier où des hommes rencontrent des hommes, c'est un privilège extraordinaire. Donc, la première expérience client, c'est d'être heureux d'avoir des clients. C'est-à-dire que les mecs, quand on arrive chez eux, ils se voient tellement que vous êtes content que le type, il se dit, ça valait le coup de venir, t'as vu le sourire qu'elle m'a fait, la fille? Bon. Et je veux dire, c'est ça l'expérience client premier. Puis après, vous construisez une destination. Mais il faut avoir une envie folle de voir des gens. Il faut aimer les gens. Vous savez, c'est comme en politique. On dit toujours, il y a des hommes politiques, ils aiment les gens. On ne sait pas si c'est des bons politiques. Puis il y a des hommes politiques, c'est peut-être des bons politiques, mais ils n'aiment pas les gens. On pourrait prendre Chirac et Giscard d'Estaing, puisqu'ils viennent de mourir tous les deux. Bah, tout le monde voit bien lequel des deux avait la réputation d'aimer les gens, de taper sur les culs des vaches. Et l'autre, il faisait tout pour aimer les gens. Peut-être qu'il était meilleur, mais on ne le sentait pas. On le sentait pas. Ben, c'est pareil quand vous allez dans un resto, dans un camping, tout ça. Il vaut mieux être Chirac que Giscard d'Estaing, si je peux me permettre de faire un parallèle. Encore, j'ai jamais été chiracien. C'est pas un choix politique du tout. Une dernière question, excusez-moi, parce qu'après j'ai rendez-vous avec un autre groupe. Eh ben, je pense on en a fini. On en a fini par rapport aux questions. Eh ben, il est temps d'abord de vous remercier pour votre intervention parce que franchement, c'est toujours à la fois de qualité, ça nous donne à réfléchir, beaucoup d'humour aussi par moment. Ouais, donc, il ne faut pas être triste non plus. Non, non, mais vous avez complètement raison. Sans langue de bois. Voilà. Et j'espère que ça aura amené un peu de réflexion aux gens qui participaient à ce séminaire pour se dire, ben voilà, il est temps de réfléchir effectivement à pas mal de questions sur le devenir du tourisme en général. Et donc, ça permettra peut-être de préparer un petit peu mieux 2021 ou en tout cas de mieux se projeter. Oui, voilà. Je vous le souhaite. Donc, merci encore. Beaucoup, je vous laisse entre vous pour dire tout ce que vous voulez, je ne serai plus là. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, tu voulais en profiter pour parler, je pense, de la maison des saisonniers. Oui, alors, pendant que vous êtes tous encore là, d'abord, merci à tout le monde d'avoir été présent. On était quand même assez nombreux. Et je voulais en profiter, oui, pour parler aux professionnels du lancement de la maison de la saisonnalité que vous trouverez sur Internet du nom de Terre de Saison. Donc, si vous cherchez du personnel, si vous avez besoin de faire paraître des offres, n'hésitez pas, vous allez sur Terre de Saison, vous ouvrez votre compte et vous pourrez gratuitement mettre des annonces pour des offres d'emploi. Et c'est valable pour tous les gens du département, puisque c'est fait en association avec des EPCI du département. Voilà. Si vous avez des questions sur l'association, vous pouvez consulter notre site internet www.touristicvallée, touristique avec un C, vallée et ES, tout attaché, touristicvallée.com ou envoyez vos questions par mail tvld, comme Touristique Vallée Lot et Dordogne, @lot.cci.fr. Voilà. Donc, n'hésitez pas et nous permettrons de vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction demain avec le lien donc, pour écouter le replay de cette vidéo qui, on l'espère, vous aura intéressé et vous aura été utile. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.